chéris, c'est incroyable. C'est incroyable. Hier, vous étiez encore plus nombreux que la veille. Waouh. Plus de 2 200 000 téléspectateurs. Merci à tous, merci les chéris. Merci les amours, merci. D'ailleurs, justement, je crois que c'est le coup de gueule de Raymond. Non mais c'est Raymond, on a parlé de... Tu peux le dire, hein, tu peux On le était dire. plus de 2 millions. Quand 2 millions 2, tu m'as fait un coup de gueule dans la loge. Non, je t'ai dit, je trouve ça complètement débile de... Alors, on va dire, voilà, nanani, nanana, mais je trouve ça débile de fermer une chaîne. Non, qui est- c'est pas- attends, c'est non, pas mais c'est pas fait, mais quand tu croises les gens dans la rue, les gens croient pas que la chaîne va fermer. Tout le monde pense que c'est une vanne. Tout le monde dit, ouais, c'est un buzz, on peut pas fermer Voilà. une chaîne. On n'est pas en Chine, on n'est pas, voilà, on n'est pas dans une dictature. Et je t'ai dit, 2,4 millions et la chaîne, elle va fermer. C'est quand même ouf, quand même. Quand T'as tu pas fais, d'ailleurs les... quand tu fais les 2,4 chiffres derrière, millions, les c'est avez qu'il y a pas bien des gens Rien qui prévu t'attendent, en fait. Merci. Vous allez fermer par contre. Vous, c'est sûr. Hein, nous, c'est pas sûr, mais vous, c'est sûr et certain. Et ne vous inquiétez pas. Voilà, ne vous inquiétez pas. J'avance, on avance. On avance. Et l'important, c'est qu'on soit unis. Unis, tous ensemble. Sans Bernard Montiel. Merci. Ce soir, après TPMP, Rambo 2, la mission. La mission Rambo 2 qui doit passer 1 mois de vacances avec Gilles Verdez. C'est sa mission. Et je peux vous dire que c'est sa mission la plus difficile. Voilà, il préférait le Vietnam. Rambo 2, quel kiff. Hein. Moi, je vais regarder Rambo 2 après. Et je suppose, si je ne me trompe pas, qu'il devrait avoir Rambo 3 la semaine prochaine. Bien fait. Après, je peux me tromper, bien entendu. Après, on rampe. Merci d'être là, en tout cas, les chéris. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des rêves. Moi, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve. Oui. J'ai fait un rêve. J'ai fait le rêve que Gilles Verdez... Ah, mais j'ai rien dit. Gilles Verdez disait moins de bêtises dans l'émission. Ah. Ouais. Changer d'amis. Et très vite, ce rêve n'est pas devenu réalité. Ah non, mais c'est incroyable. C'est quoi votre rêve, vous, absolu? Le rêve que je fais le plus souvent, c'est Non, le rêve que vous avez, le rêve de votre vie. Ah. Hein. le rêve de ma vie. Le rêve de ma vie, ce serait d'aller vivre complètement, monter une chaîne de télévision dans le Sud. Quoi? Il y a des mots qui se suivent, mais qui se... Non, c'est-à-dire qu'il y avait deux phrases dans la même. Ouais, bah, ouais. Ça va, vous, sinon? Vous Ça parlez va très plutôt bien bien. français? Ça va. Oui, me dites pas ça parce que j'ai une très bonne nouvelle qui va vous faire très plaisir avant la fin de l'émission. À moi? Pourquoi avant la fin? À tout le monde. À tout le monde, pas à moi. Oui, un truc que vous avez proposé, lancé un jour. Je sais. Et... Ministre du handicap. Ah bon. Ah Vous oui. le savez? Ah oui, bien sûr que je le sais. Bernard. Voilà, mais c'est... Mais il est... Mais, Bah, c'est quoi la Géraldine, tu peux lui parler? Mais tu sais pas qui t'es en face? Non, mais il est fou, ce mec. Non, mais bien, il va y avoir un ministre du handicap qui va être nommé dans les prochaines heures. Au moins un secrétariat d'État. Au moins un secrétariat d'État. Au moins un secrétaire d'État. Mais en tout cas, il va y avoir... Eh oui, les gars. eh. Oui, mais ça, c'est Ouais, la formidable. moindre des Géraldine, mais dis-lui. oui. Dis-lui. J'étais content de cette très bonne nouvelle, moi. Ah oui, mais Ah oui, oui, moi aussi, il a j'étais l'air content. étonné. Ils sont oui. pas au courant. Ils sont pas au courant? Oui, je suis étonné, oui. Bah oui. Que je suis au courant? Bah oui, ils bossent quand même là toute la journée, on le sait bien. Ah Mais ouais. les infos, mais il a quand même les infos d'abord chez lui avant oui. qu'elle sorte. Ah d'accord. Mais tu sais de quoi tu parles? Tu sais à qui tu parles? Non, mais écoutez, Bernard Montiel, en tout cas, merci pour cette bonne nouvelle. Après, c'était sympa. C'était sympa. Il a dit avant la fin de l'émission, je vous la donnerai. Ah oui, je voulais teaser un On peu. était comme ça. On l'a dit tout de suite, comme ça au moins c'est réglé. À nous, les bonnes nouvelles, on les dit tout de suite. Vous savez, c'est les mauvaises qu'on attend la fin. Alors, est-ce que vous avez déjà fait des rêves? Parce que sachez que la production vous a tous demandé un rêve que vous avez fait régulièrement pour que je fasse mes recherches pour les interpréter. Ouais. Donc, vous m'avez donné votre rêve et j'ai décidé d'interpréter les rêves. Vous, Benaïm, vous avez... Alors moi, c'est un cauchemar qui revient de façon un peu récurrente. Ouais. C'est je cours, je suis poursuivie par un homme, par quelqu'un, Ouais. et dans un endroit très sombre, etc. Et chaque fois que je me retourne, je ne vois pas son visage, je ne sais pas qui c'est. Pas le gérant vert? Non. Et visiblement, il me veut du mal, il veut me tuer. Non. Et voilà, et je cours et je cours et je cours. Je veux crier, mais il n'y a pas de son. Ouais. Quand j'essaie de Ah, ça, crier, ouais. mais il n'y a pas de son qui sort. Ouais. Et au moment où il va pour me tuer, en fait, je me réveille. Ouais. Ah ouais. C'est un truc qui vient de façon récurrente. Ça va, vous... C'est- Eh, mais la prochaine fois, vous savez ce que vous faites? Dites-moi. Vous m'appelez, j'arrive, je le défonce. D'accord, Benaïm? Vous m'appelez direct. Ok. Tu vas voir. Sinon j'ai fait un rêve aussi qui vous concerne. Vous le savez, j'en C'est avais quoi? parlé C'est ici. quoi? J'ai- L'argent encore? Bah, pas du tout. Je vous ai raconté. C'est un rêve qui m'a marqué. Je l'ai eu une seule fois, mais il m'a marqué. Je dors donc, et voilà. Ah oui, je sonne à votre porte tout nu. Vous êtes tout nu et non. C'est surtout quand vous êtes à ma porte, vous êtes tout nu et vous me faites kikou. Le mec, dans le rêve, il cache pas ça, ses couilles, il cache ses jeux. Ah non, s'il a les mains comme ça, avec quoi il sonne? C'est pas nul. Si t'as les mains comme ça, avec quoi t'as sonné?
Bravo. J'ai juste tapé à la porte. Police, ouvrez. Police ouvrait. Merci. Moi, je l'ai vécu en vrai, ce rêve. Quoi, c'est quoi? Bah, avec vous nus. Ah oui, mais c'est vrai. Parce que je dormais chez vous, vous m'avez invité à dormir. J'étais avec une amie. La soirée se passait bien, etc. Et à un moment, Cyril débarque avec une lampe de poche et il fait ça va? Comme ça. Vous étiez en maître chien, vous faisiez une inspection de votre domicile. Parce qu'il faut savoir que moi, pendant la nuit, je vous jure que c'est vrai, et Raymond me connaît, je fais des rondes Ouais. dans la maison Sérieux? C'est pour exactement. voir s'il y a des gars, des gars qui rôdent. Non, mais c'est vrai, demandez-lui. Je vous jure que c'est vrai. Je fais des rondes dans la maison. Ça va mieux. Ah, il dort pas beaucoup, le garçon. Je vous jure que c'est non, mais c'est vrai. Un garçon qui dort pas beaucoup. Je suis en Santiago. Avec En caleçon. Santiago caleçon torse nu et je suis avec une lampe de poche. Mais c'est pas une vanne. Et je regarde s'il n'y a pas quelqu'un qui veut rentrer dans la maison. Mais parce que vous entendez du bruit ou comme ça Vous juste... savez que je peux rester 2 heures même à la fenêtre comme ça avec des jumelles pour voir si quelqu'un arrive. C'est pas une vanne. C'est pas une vanne. Vous avez déjà vu des trucs bizarres? Oh, une fois. Vraiment? Non, pas du tout. Des fois, il y a des Non, individus qui ont essayé de rentrer chez moi. c'est vrai. Des gangsters, des gangsters. Bien sûr, les gangsters. Eh oui, 4 individus. Ouais. Qui essaient de rentrer à la maison, Ouais, bien sûr. Qui a goulé. Cagoulés et tout. Et vous avez réussi à les... Bah, il y avait quand même 18 personnes de sécurité. Ça aide. Non, non, mais donc voilà, c'est vrai que voilà, voilà, donc c'est vrai que voilà, finalement on les a pas vus. Ouais. Voilà, mais En même temps, s'ils arrivent et qu'ils vous voient en calbute avec les Santiago et le truc Ah, comme ça, tu fais demi-tour. ça peut Tu fais les- demi-tour. et là je ferai Kikou. Alors, vous savez ce que avez une signifie, interprétation, savez ce ouais. qui signifie votre rêve? Non, dites-moi. Il faut, Benaïm, il faut que vous lâchiez prise. Sans rigoler. Ça veut dire qu'il faut que vous lâchiez prise afin d'éviter un conflit intérieur. C'est-à-dire afin d'éviter une diarrhée. Non, mais c'est. Ah, c'est ça en fait, c'est un conflit intérieur. Oui, sans rigoler, c'est vrai. Ouais, vous avez un conflit intérieur. Ok. Voilà, je vous le dis. Vous, c'est quoi? Moi, c'est un traumatisme d'enfance. En fait, au lycée, je ne suis pas allé en cours en terminale. Je sais pas comment je faisais, j'allais pas en cours, je séchais les cours tout le temps et je me faisais défoncer par mes profs. Donc je rêve que je crois que je dois passer mon bac, que je suis encore au lycée, que je passe mon oral d'allemand Je fais aussi, moi. et que ma prof d'allemand me fouette comme ça, elle m'insulte en allemand. Comme ça. Du bist eine Saucisse. Exactement. Et ça ressemble exactement à ça. Un cauchemar ou un rêve? quoi? Ben, il y a un côté un peu excitant, mais ça reste un cauchemar. C'est un trauma. Eine schöne Kekette. Un cauchemar. Non, mais alors, vous savez ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire qu'en fait, le professeur, en fait, vous avez eu une trop forte pression parentale ou professionnelle. Ah ouais, C'est en fait l'histoire. c'est vrai. Ben, mes parents sont profs, mon père est prof. Voilà, et ben voilà. Voilà. Et au professeur. Voilà, mais je vous le dis, Hanouna, il dit pas de conneries, les mecs, Léo. Ouais. C'est Hanouna, là, c'est pas non plus Pas mal. n'importe qui. Oui, madame. Benaïm? Benaïm 2, j'ai envie de dire. Oui, Géraldine. Moi, je fais des rêves sportifs, beaucoup de rêves sportifs. Je suis souvent dans l'enceinte de Roland Garros, carrément, le central. Et souvent, j'ai un match en face à face avec vous. C'est vrai. Et alors, ça commence de manière assez pacifique et calme. Donc, on échange des balles comme ça. Les balles vont de manière de plus en plus forte, rapide. Et à quel moment j'insulte votre mère? Non, vous insultez pas ma mère. Vous êtes toujours très élégant et très dit. J'adore, en plus. En revanche, vous êtes de plus en plus loin de moi. Ah ouais? C'est-à-dire que j'arrive plus à vous voir. Vous n'êtes plus dans mon champ de vision. Les balles sont de plus en plus fortes. Et au bout d'un moment, je suis en air racket. C'est-à-dire que j'arrive plus à les rattraper parce qu'elles sont trop puissantes. Alors, vous savez, ce rêve est un avertissement sur le comportement à adopter avec son boss. Et alors, il faut que je sois plus docile. Non, mais je veux dire, ne pas se mettre à son niveau, ne pas essayer de faire comme lui, ne pas lui tenir tête, au risque de perdre de la crédibilité envers lui. C'est-à-dire que c'est pas moi. Hein. C'est pas moi. Hein. Et vous y quoi croyez, ça? Oui, Ça sort d'où, ça? ça c'est moi qui ai fait l'analyse. Gilles Verdez. C'est un soir d'été et je cours nu dans un champ, cheveux. Quelle horreur. Non, mais ça, et les gens appellent la police à quel moment? Le sol s'effondre sous mes pas. Ah bah ben ça c'est une bonne nouvelle. Merci. Et j'entre dans un monde sous-marin peuplé de fatous. Non. Plein de fatous. Ouais. Et alors, vous avez une alors interprétation? Vous en avez pas marre, bah, je vais vous dire. Je vais vous dire. C'est bon signe ou pas? Voilà. Une trahison de votre part envers un proche. Eh ouais. Mais ça c'est vrai. Tu as trahi Fatou. Bah pourquoi? Je sais très bien ce que tu as fait à la fête de fin d'année. Merci. Polska, c'est quoi votre rêve? Alors moi, je fais le même rêve environ 5, 6, 7 fois par mois. Et à chaque fois, je rêve que mon mec me trompe. Et du coup, après, je me réveille, c'est la guerre, je l'engueule. Voilà. Ah ouais, alors en d'autres termes, vous savez que son désir n'est pas le bienvenu dans son couple, donc elle le reporte à son compagnon. Oh.
Ouais, en fait, c'est ça. Ah, d'accord. Ouais. Ça veut Ah dire ouais. quoi, ça? Donc, La rêveuse, c'est une chose et son contraire. en fait, tu n'es plus Avec amoureux des de mots ton simples, amoureux. parce que leur Ouais. Et au lieu de l'assumer, en fait, tu vas rêver que c'est lui qui te Exactement. En trompe. fait, tu n'es plus amoureuse de En ton. gros, j'ai envie de le quitter, c'est ça? Voilà, c'est exactement. drôle. Voilà. Tu l'accables de tous les mots Maintenant, pour agis. pour être mieux. D'accord, ok. Merci de m'éclairer. Voilà. Bah. Non, mais alors, c'est pas forcément vrai. Hein. C'était vrai pour Gilles Verdez et Géraldine. Voilà, le pauvre. Ah, vous savez quoi vous Et ben moi, depuis que je suis petite, le rêve que je fais le plus souvent, c'est que je suis entourée de sangliers et que je perds mes dents. Ah, la merde. C'est la mort, ça. Quand tu Alors, les dents, vous me direz, c'est prémonitoire, Ah oui. mais les Vous sangliers... n'avez pas de dentier, vous Non, mais vous rigolez, bien sûr que non. Je casse toujours les noix, pas les vôtres, hein, les vraies noix, je les casse toujours avec les dents. Pas hein. de honte, hein. Pas de honte, hein. Moi j'en ai un. Ah oui J'ai des dents Alors, très je vais vous dire, solides. vous savez ce que ça veut dire ça Rêver de perdre ses dents est symptomatique d'angoisse profonde, de faiblesse. En d'autres termes, la mort. Non, mais Ouais, en c'est vrai fait, que- je jure que c'est vrai, ça fait de la peine de dire ça, mais en vrai, quand on rêve des dents et de perdre des dents, c'est souvent ce que ça veut dire. Ah oui Ah ouais, je vous Mais jure c'est que pas ça- nécessairement la mienne. Non, pas du tout. Ça peut être quelqu'un que vous kiffez pas du tout, hein. Vous inquiétez pas. Hein. Voilà, c'est pas du tout la vôtre. Non, souvent c'est celle de quelqu'un d'autre. Voilà, je vous le dis. Je vous le dis. Entouré de sangliers, vous savez ce que ça signifie Non. Les sangliers symbolisent la détermination et le courage. Ah. Donc si voilà, vous rêvez de sangliers, ça signifie une seule chose. La mort. Je croyais que ça voulait dire qu'on était entouré de porcs. Jean-Michel. Moi, c'est un rêve qui est certainement dicté par le fait que je partage ma vie souvent avec le Sud, dans le golfe de Saint-Tropez. Et du coup, je rêve Oui, force c'est de la paix. passer Ouais, devant ça arrête. à force de passer sur le port devant les yachts. Tu vois, et ma mère, elle m'envoie les dents qui tombent, c'est la mort. Ah, Vous oui. jure que c'est vrai. c'est sûr. Ouais ou pas, je vous le dis, les dents qui tombent, c'est la mort. Et le slip qui tombe, C'est la merde. C'est la merde. On va s'en aller. ah, devoir et il y a ce Castaldi qui m'envoie, et quand tu t'assois cul nu sur mon nez la nuit, tu m'as pris pour un cambrioleur. Non mais quoi À quel moment vous avez fait ça, Benjamin? Bah, franchement, Ah oui. parce qu'il dormait à la maison. Bien sûr, tous les invités ont fait ça. Je fais ça à tous les invités. Ils sont très heureux. Bah oui. Non mais c'est vrai. Non, oui. Alors donc je suis dans le port de Saint-Tropez, il y a un très beau yacht et j'arrive à m'infiltrer de nuit dans le yacht et je me cache, parce que c'est mon rêve d'être sur un yacht, Ouais. je me cache comme les très grands, je vais de cabine en cabine, je sens que l'équipage me cherche, tout ça, et ça dure des jours et des jours jusqu'à ce qu'un jour j'entends l'équipage, le patron, le commandant dire maintenant faut le trouver, il y a le patron qui arrive demain, c'est un riche parisien d'origine tunisienne super bien gaulé, qui débarque en hélicoptère demain, et donc et du coup je saute à l'eau et je pars. Et ça veut dire quoi Vous ne voyez jamais le patron. Je vois jamais le patron, je m'enfuis à la nage avant. Eh bien, ce rêve est simple. Il est révélateur d'une difficulté à diriger sa propre vie. Ah, ça, c'est vrai, Exactement. Et vous avez peur de l'inconnu. bien sûr. Moi. Oui. Un inconnu, je le dessine bien quand même. Raymond. Alors moi, et depuis 40 ans, je fais ce rêve-là, depuis que j'ai 8 ans. Je suis au Parc des Un Princes. gruyère à 8 euros. Même pas, ça a baissé. Je suis au Parc des Princes, je suis en train de jouer et je marque un but. Et sur les 48 000 personnes, je vois qu'une personne, je vois mon père en costard rouge, en soie, avec des bandes noires. Et je marque le but et l'arbitre refuse le but. Et à chaque fois, c'est jamais le même but. Mon père descend sur la pelouse, il enlève son mocassin et il tape l'arbitre. Et j'ai la honte internationale devant tout le monde. C'est trop mignon. Il dit le but est valable. Alors ça n'a pas d'explication. Ça. Si, bah si. Ah, quand même En une fait, explication. c'est la présence du père qui vient aider son fils, en fait, c'est un moment de réconfort et c'est un guide pour surmonter les épreuves. Ah, c'est beau. besoin de votre papa pour surmonter les épreuves. Vous me demandez, j'ai travaillé toute la journée là-dessus. Ah ouais. C'est Forcément. un fin psychologue, Cyril. Oui, je suis un fin psychologue, Ah, il a tous les exactement. talents. Et est-ce que vous rêvez, vous? Est-ce que vous êtes toujours sous contrôle? Je rêve pas beaucoup, non, franchement. Pas un Il n'y rêve a qui pas un revient rêve à chaque récurrent? fois. Non, un cauchemar j'ai pas de rêve. J'ai un rêve parfois, mais bon. Une angoisse, non? Quoi Je rêve que Bernard Montiel finisse enfin par travailler. Non, non, je vous l'ai dit, moi j'ai un seul rêve, c'est que voilà, je joue en finale de Roland Garros contre Nadal. Ah oui. Je lui mets 2-2 et 2 et je fais comme ça. Eh, tiens, vas-y, que c'est Ça, c'est sûr. t'as cru que t'étais un. Ouais, maintenant, on s'arrive. Non, c'est vrai. Je rêve, je suis en finale de Roland Garros. Voilà, et voilà, et j'attends le chèque. Ah oui. Ouais. Mais tous ceux qui ont fait du sport rêvent de sport. Ouais, c'est vrai, exactement. Ouais, c'est fou, hein. Regarde, les Et trois. tous ceux qui vont être au chômage rêvent de chômage. C'est incroyable. Les chéris, j'ai un coup de cœur dans un instant. Vous restez avec nous. J'ai un énorme coup de cœur. Je vais vous dire, c'est trop mignon.
c'est trop mignon. À part mon coup de cœur que vous m'avez pris, mais ça me fait plaisir, c'est sur le ministre du Handicap, ou secrétaire d'État du Handicap qui va arriver. Et puis, il y a un coup de gueule de Raymond. Raymond, je te suis à fond sur ce coup de cœur. Sur ce coup de gueule. Il y a un coup de gueule de Guillaume Janton, également, qui est énervé. Apparemment, il a un coup de gueule sur toutes les couleurs capillaires. Voilà. Et il y a coup de cœur de Gilles Verdez. Oui. Ah. Exactement. Eh oui, il y a un coup de cœur de Gilles Verdez qui sera là. Et le coup de cœur de Gilles Verdez sera là. Ah, c'est génial. Ouais, c'est Faton. Merci d'être avec nous. Il est 19h11 sur C8, bien entendu. C'est la tribu de Baba. Exactement. Merci. J'ai envie de commencer, limite, par le coup de cœur de Gilles Verdez. Hein, j'aime bien Gilles Verdez. Merci. Il est vraiment sympa. Ça va, Gilles Verdez? Ça va très bien. Merci, Gilles Verdez. J'ai un coup de cœur pour Thomas Guénolé. Pourquoi? Parce qu'il vient défoncer Jean-Michel. Alors, on va Thomas rappeler Guénolé, c'est un politologue, voilà, qui a expliqué que le Rassemblement national n'était pas un parti comme les autres. Vous voulez supprimer le RN, est-ce que vous pensez que les 11 millions de personnes qui votent pour ce parti sont racistes, sont antisémites, sont des Waffen-SS? C'est même pas mon sujet en fait. Parce que j'ai pas. Non, mais parce que vous supprimez un parti, donc c'est des électeurs aussi. Non, je parle pas des électeurs, je parle du parti. Qu'est-ce que vous faites des électeurs? Et d'ailleurs, il y a quelque chose que je trouve insupportable dans la rhétorique du Rassemblement national, c'est qu'ils présentent tout ce qu'on peut dire de négatif ou de proposer d'hostile à leur égard, comme vous êtes en train de porter atteinte aux 11 millions d'électeurs. Non, je porte atteinte au parti, ça sans la moindre hésitation. Qu'est-ce que vous pensez des électeurs alors? C'est pas la même chose. Je pense des électeurs, d'abord je les connais pas. Hein. On passe 12 millions de personnes. Non, on parle de 11 millions de personnes. J'en connais. Il y en a, comment dire, j'ai envie de leur dire, parce qu'il y en a qui nous regardent d'ailleurs, soit dit en passant. Oui, bien sûr. Oui. Il y en a beaucoup qui nous regardent. C'est Léopold Sédar Senghor, je crois, qui disait qu'un raciste, c'est quelqu'un qui se trompe de colère. Et j'ai envie de leur dire, ce soir, s'ils nous regardent, je pense sincèrement, et je voudrais vous convaincre, que vous vous trompez de colère. Vous dites qu'ils sont racistes? Je dis qu'ils sont xénophobes au sens strict, si je veux être Les rigoureux. électeurs du RN, 11 millions de racistes. Oui, ils sont tous, non pas racistes, xénophobes, c'est pas la même chose. Vous avez dit un raciste il y a 2 secondes. Oui, je sais, mais je vous dis, c'est pour ça, je cite ce truc-là et je vous dis, je pense effectivement que les 11 millions d'électeurs qui ont voté RN sont xénophobes, au sens où ils ont peur de ce qu'ils croient être profondément différents d'eux d'une manière tellement forte que ça les rend dangereux pour eux. Et je pense qu'ils font erreur. Je leur dis, ça ne vous rapportera jamais rien de détester les Français d'origine maghrébine. Vous devriez plutôt vous intéresser à vos propres conditions. Moi, c'est ma conviction. On va parler dans un instant. Je voudrais vous poser cette question, Thomas Guénolé. Juste, on va parler dans un instant des OQTF, parce que on l'a vu, il y a eu un drame samedi dernier par un OQTF. Moi, je ne comprends pas qu'il reste encore des OQTF en France. Je pense qu'un OQTF, c'est clair, c'est obligation de quitter le territoire français. Je peux vous répondre là-dessus tout de suite? Oui. OQTF, c'est en droit, l'État donne l'ordre au mec de quitter le pays. Oui. Où est-ce qu'on l'a chopé? Non, mais attendez, où est-ce qu'on l'a chopé? Pas... Attendez, non, c'est important. Où est-ce qu'on l'a chopé, le mec? On l'a chopé en Suisse. Oui, alors. Ça veut dire que l'OQTF avait déjà été appliqué. Mais non, pas du tout. Il a violé et tué quelqu'un en France. Mais c'est juste, je vous fais une démonstration. Non, mais ça, c'est incroyable. Non, je vous dis juste que je vous fais une démonstration. Bien sûr, il s'est planqué. C'est absurde de reprocher que l'OQTF ne soit pas exécuté alors que c'est à la personne qu'on demande de se barrer elle-même. C'est ça, l'OQTF. C'est pas une expulsion manu militari. C'est en cavale. Vous comprenez? C'est en cavale. Il est en cavale. Mais entendez-moi bien, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est qu'une OQTF, c'est juste dire à quelqu'un de quitter le territoire. Et après, on est là, elle n'a pas été appliquée. Bah oui, parce qu'on demande à la personne de l'appliquer elle-même. C'est le système de l'OQTF en général qui est débile. Mais est-ce que vous êtes... Moi, je suis pour que les OQTF, moi, je vous le dis, les OQTF, pour moi, ils doivent quitter le territoire français immédiatement. Ça veut dire qu'on les met dans un avion, terminé. Merci, au revoir. Voilà, c'est ça la question. C'est ça la question. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est ça la question. C'est qu'il faut qu'il y ait des policiers qui les fassent sortir. L'OQTF n'est pas ça. Oui, je sais. Il y a deux sortes d'OQTF, effectivement. Les OQTF où ce sont les policiers qui prennent la personne et le mettent dans un avion. Et vous êtes là, on n'était pas dans ce cas-là. Quand vous voulez, vous êtes pour ça? Vous êtes pour ça? Moi, j'aurais préféré qu'il reste en tôle vu qu'il avait violé quelqu'un. Je vous le dis comme je le pense. Je pense qu'il aurait dû rester en tôle. Je ne comprends pas qu'il ait été libéré plus tôt que ça. Et je pense qu'il a été d'abord libéré trop tôt. Et je pense, mais ce n'est que mon avis, mon opinion. Je ne suis pas juriste. Je vous dis juste que je pense que en matière de sanctions pénales, le viol n'est pas assez sévèrement condamné par la justice française. Mais c'est peut-être parce que le droit français est en retard par rapport à l'évolution de notre sévérité à nous en tant que peuple là-dessus. Donc il manque une mise à jour et ça fait qu'il y a des gens qui sortent
et qui, de notre point de vue, à peu près tous, ne devrait pas sortir. Moi, c'est ça que je pense. Voilà, c'est tout. Juste, on va revenir sur l'image du jour dans un instant. J'aimerais presque que vous restiez avec nous. Il ne faut plus mettre ces photos, j'ai tellement pris de poids qu'on voit le contraste, si vous voulez. Centré sur d'autres personnes encore. C'est pas gênant ça. Vous voyez, Thomas Guénolé, moi je suis d'accord avec vous sur rien. Ouais. Mais je suis content que vous soyez sur le plateau. C'est réciproque. Eh ben, je vous jure que c'est réciproque. Ouais, ah oui, mais je suis d'accord avec vous sur rien. Alors il y a un truc sur lequel je suis d'accord avec vous, par contre, c'est quand vous avez, je voulais vous le dire publiquement ça, il y a eu un moment où vous avez organisé, c'était il y a quelques années, vous avez organisé une répétition générale du fait d'aller voter avec tout le public pour inciter à aller voter. Et ça, bravo. Ah, merci. Ça, bravo. On le refera, vous savez, on le refera. En tout cas, merci. Si vous voulez rester avec nous, avec grand plaisir. Juste un mot à dire. Oui, c'est Bernard Montiel. Tout à l'heure, vous avez démarré un peu là-dessus, vous avez attribué au RN les mots de Renaud Camus sur le remplacement, le grand remplacement. Oui. Vous savez que c'est pas, ils l'ont jamais dit le RN, c'est Reconquête. C'est Reconquête, oui. Pardon Bernard, excusez-moi. J'ai dit qu'ils disent, et ça, les gens qui nous regardent peuvent le vérifier immédiatement, on peut aussi le faire ici, submersion migratoire. Bien sûr, mais ce qui veut dire très exactement la même chose que grand remplacement. Submersion veut dire recouvrer intégralement. Oui, j'ai vérifié dans le dictionnaire. Vous savez ce que ça implique de dire grand remplacement? Oui, bien sûr, mais submersion migratoire, vous voyez ce que ça implique aussi. Recouvrir intégralement. Très bien. Thomas Guénolé, moi je veux dire, on parlait des électeurs du Rassemblement national. Vous avez dit que les électeurs du Rassemblement national, pour vous, étaient xénophobes. Xénophobes, c'est important de faire la distinction. Oui, bien sûr. Oui. Mais pour moi, je vais vous dire, les électeurs du Rassemblement national, c'est souvent des gens qui se disent tous les jours, on entend qu'un OQTF a tué une jeune étudiante à la sortie de à la sortie de son université, ou bien qui voit que aujourd'hui les Français au niveau du pouvoir d'achat c'est catastrophique, donc ils se disent aussi, c'est des gens aussi souvent pour le RN, je vous le dis, qui ont essayé la gauche, qui ont essayé la droite, qui ont essayé le milieu et qui forcément se disent ça bouge pas. Je peux vous répondre sur l'insécurité dans ce cas-là? Oui. C'est un fantasme? Non, c'est un problème de surmédiatisation des faits divers. Mais je vais vous dire, non, c'est pas la même chose qu'un fantasme. C'est un sentiment d'insécurité. C'est pas un sentiment. C'est pas un sentiment. C'est un problème c'est pas les gens qui sont responsables de cette situation. C'est quoi? C'est les médias? Oui. Sur les médias? Oui, collectivement. C'est un effet de système. Ça s'appelle, en sociologie des médias, ça s'appelle un effet de loupe. Et ils le font parce que ça fait de l'audience. Donc il y a une part de responsabilité. Pourtant, tous les voyants sont à. Attendez, je termine juste. Je vais faire court. Non, mais je vais faire court, mais je voudrais juste terminer le raisonnement. Je voudrais juste terminer le raisonnement. C'est juste de dire, il y a une enquête de l'INSEE qui est sur l'insécurité et où ils mesurent en demandant aux gens, est-ce que vous-même, personnellement, pas à la télé, personnellement, est-ce que vous avez été victime de tel ou tel délits, crimes, etc. Et si on parle de vol, d'escroquerie, de cambriolage, de tout ce que vous voulez, violence physique, dans toutes les catégories quasiment, on est à 99% de la population qui vous dit sur l'année étudiée, non, j'ai pas été victime de ça. Attendez, je dis pas que c'est un fantasme. Mais bien sûr, mais je dis juste 99%. Ça veut dire que non, c'est pas. Mais arrêtez de me sortir le ressenti. Et pendant ce temps-là, on parle de faits divers concrets, monsieur. Oui, je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis qu'il y a une surexposition par rapport à l'importance du truc. On les invente pas les faits divers. Je ne dis pas que vous les inventez. Je dis juste qu'ils sont rares en réalité. Mais qui beaucoup à la télé. Thomas Guénolé, reste avec nous parce reste avec nous, Thomas Guénolé, parce qu'on va faire. Dans un instant, on va parler des OQTF. Donc je veux absolument que vous restiez. Et dans un instant, on va parler de la phrase de Lucie Castet. Il faut régulariser tous les sans-papiers. Alors ça, c'était incroyable aussi. C'était hier soir. Je suis d'accord avec elle. Ah bah je sais, mais justement, c'est pour ça que je veux que vous restiez, parce que régulariser tous les sans-papiers, même ceux qui travaillent pas. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Tiens, sur l'AME aussi. Oui. Sur l'AME. Vous savez que ça se mange pas. Non, mais je sais. Oui, je sais. Et que donc les gens ne vivent pas en France grâce à l'AME. Ça ne se mange pas. Non, mais l'AME, vous savez que l'AME. Aujourd'hui, il y a 10% des étrangers qui viennent en France, c'est un chiffre que vous pouvez vérifier, qui viennent en France juste pour l'AME. C'est 0,5% des dépenses publiques de santé, donc j'en ai rien à dire. C'est résiduel. Non, c'est marginal. Non, faut pas confondre les mots. Thomas Guénolé, pour moi, c'est le principe aussi. Le principe, et c'est dégueulasse ce principe, de venir en France et de se dire, il y en a plein qui ont le rêve de venir en France juste pour bénéficier de l'AME. 10%, c'est beaucoup. J'ai assez à faire avec les problèmes graves, je ne vais pas m'emmerder avec les problèmes marginaux. Encore une fois, c'est 0,5%. C'est un problème marginal. Oui, 0,5% des dépenses publiques. Et là, on est en plein effet de loupe pour le coup. Non, mais il n'y a pas que ça, parce que les 90%. Parce que moi, mon problème dans ce cas-là, c'est les 90 autres à l'assurance sociale ou de santé, qui sont des phénomèmes autrement plus gros. Je parle de la fraude. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Il faut. Mais on a un tendance et que beaucoup de. On va en parler tout à l'heure, mais vous avez vu que à chaque fois, mine de rien, on en parlait encore hier. On a vu que c'était encore un OQTF qui a commis cet acte abject envers Philippines. On pense tous aujourd'hui à sa famille. On a d'autres éléments dans un instant qui vont arriver. Pour vous, c'est ça.
Aujourd'hui, ça ne vous dérange pas? C'est-à-dire, quand vous dites on va régulariser tous les sans-papiers, pour vous, il faut continuer comme ça. Je vais vous le dire différemment. Dans le vrai. Je vais vous le dire différemment. Si dans une population que vous observez, n'importe laquelle, vous avez extrêmement peu de monde dans cette catégorie qui commettent un crime, vous ne pouvez pas dire qu'il y a un lien de causalité entre être dans cette catégorie et commettre le crime. En l'occurrence, les clandestins, leur écrasante majorité, leur quasi-totalité, leur seul délit, c'est d'être des immigrés clandestins. Et ils ne commettent pas d'autres délits par ailleurs. Donc... Pensez aux habitants de Calais. J'entends bien, oui. Alors, ceux-là, c'est des gens qui veulent partir, donc il faudrait les laisser partir. Dans ce cas-là, il faut être cohérent. Si les OQTF n'étaient pas là, Philippines serait encore en vie. Exactement. C'est peut-être marginal, comme vous dites. C'est très sale. C'est très sale ce que vous venez de dire, parce qu'en fait, vous venez de dire quelque chose d'assez atroce en vertu des OQTF qui ne sont pas des meurtriers. C'est vraiment très moche. En tant que personne, vous voulez que je vous dise quelque chose? Là, pour le coup, je vous le dis en tant que personne, c'est très moche. Vous voulez que je vous dise quelque chose, Thomas Guénolé? Alors là, moi, je vais vous dire. Moi, aujourd'hui, quand je vois un drame comme celui de Philippines, je vous explique. Moi, si j'étais au gouvernement, je dis, voilà, je convoque tout le monde ce matin. Je dis, les gars, voilà, vous avez 3 mois. Vous me trouvez une solution. Je ne veux plus voir un OQTF en France. N'importe lequel. Même si c'est pour... Je vais vous dire... Trois solutions. Non, mais 3 solutions concrètes. Ils n'ont pas assez de moyens dans l'administration judiciaire. Ils n'ont pas assez de moyens dans la police. Vous trouvez les moyens. États d'origine ne peuvent pas les reprendre. Oui, mais il faut mettre la pression sur les États. Je suis désolé. Sauf que quand on met la pression sur les États, comment on fait? On leur dit, voilà, je te le ramène. Le mec te dit non. Tu fais quoi? Tu le parachutes? Vous arrêtez les aides. Vous arrêtez les aides. Vous allez arrêter les aides pour ça. Ils vont, eux, vous riposter parce que c'est comme ça que ça marche en d'autres États sur d'autres sujets. Ils vont vous emmerder sur d'autres sujets. Oui, mais aujourd'hui, moi, je vais vous dire. Moi, si j'étais... L'Algérie, si elle veut vous emmerder, il y a des sujets sur si j'étais au gouvernement, moi je vais vous dire, je convoque tout le monde ce matin, je leur dis, vous avez 4 mois, sécurité, pouvoir d'achat, vous faites rien d'autre. Voilà, je vous le dis, vous ne faites rien d'autre. Je veux plus entendre un OQTF qui a mis un coup de couteau, qui a violé, j'en veux plus un. Je suis désolé. Je suis désolé. Dans ce cas-là, si vous êtes cohérent, il faut parler des problèmes de suicide et d'accidents domestiques en France. Ça n'a rien à voir. Si, les suicides, il y a 9000 suicides. Il y a 9000 suicides par an en France. Attendez juste 2 secondes. C'est très grave de dire ça. Non, attendez. Il y a 9000 suicides par an en France. Non, mais c'est des morts dans les 2 cas. C'est délirant. Attendez. Vous imaginez la maman de Philippines qui vous entend ce soir? Écoutez-moi, c'est un sujet dont on ne parle jamais alors qu'il est super grave. Il y a 9000 suicides par an en France. C'est 9 fois plus que les homicides. Quel rapport? On parle il y a des morts dans les 2 cas, mais dans ce cas-là, les suicides, c'est un sujet dont on ne débat pas alors qu'il y a des adolescents qui nous regardent en ce moment qui pensent au suicide. Et c'est un sujet qu'on ne met pas sur la table. Alors que c'est 9 fois plus en problème, littéralement. Il y a des gens qui se tuent en voiture. Bien sûr. Je conteste un problème, une obsession pour l'insécurité qui est disproportionnée. Elle n'a rien demandé. D'autres problèmes qui font plus de morts. Attends, monsieur Guénolé. Il ne doit pas être sur notre territoire. Ah, bien sûr. Éliminons ce problème. Ah oui, éliminons ce problème. On vient de dire pourquoi, mais ce que je conteste vraiment, c'est l'idée, et comme ça, il y aura, on va résoudre le problème d'assassinat. Déjà, on va résoudre beaucoup de problèmes. On est d'accord. Si on sauve une vie, c'est déjà pas mal. Déjà, on aurait sauvé Philippines. On aurait sauvé Lola, on en aurait sauvé beaucoup. Parce qu'à chaque fois, c'est un OQTF. 6 fois sur 10. Mazan, on est d'accord que c'est Made in France quand même. Mais des déséquilibrés, il y en a partout. Pourquoi mais ils sont quand même une cinquantaine. Pourquoi vous donnez une dimension raciste au problème des OQTF? Bien sûr. C'est pas leur nationalité, c'est pas leur origine. Le problème, c'est que ce sont des gens qui n'ont pas le droit d'être là, donc qui n'ont pas de travail, donc qui sont dans une misère absolue, donc qui font n'importe quoi, donc qui tuent. Quel rapport avec le racisme? Vous dites Made in France, pas Made in France? C'est pas ce que j'ai dit. Bah si. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Si, vous sous-entendez. C'est un violeur Made in France. Voilà, Made in France. Mais Made in France, je raisonne en termes de nationalité. Pourquoi vous mettez ça sur la couleur de peau? Excusez-moi. Non, le problème des OQTF, ce ne sont pas leur nationalité. Ce sont le fait qu'ils n'ont pas le droit d'être là, qu'ils ne peuvent pas travailler, qu'ils ont des situations extrêmement précaires et que c'est ça qui les pousse à faire n'importe quoi. C'est leur dernier filet avant la mort, c'est de tuer quelqu'un, de violer quelqu'un. Non, il n'y a pas de lien de cause à effet parce que sinon il y aurait beaucoup plus d'OQTF qui commettraient des crimes si c'était le fait d'être OQTF qui donnait ça. Alors Raymond, c'est logique. C'est trop rare pour que ce pose, vous me suivez? Moi, on y arrivera pas. C'est bien le débat. Moi, j'adore le débat avec le monsieur. C'est magnifique. D'abord, bravo d'être venu parce qu'il y en a d'autres qui ne veulent pas venir. Il y en a d'autres qui n'ont pas votre courage. Personne ne veut venir. Et vous, au moins, vous. Non, mais ils ont la trouille. Je ne sais pas s'ils ont la trouille, mais au moins, je peux vous donner ça au moins. Vous avez vu qu'on laisse parler ici. Au moins, vous êtes là et vous pouvez vous exprimer en direct devant tout le monde. Mais je trouve qu'on part de beaucoup trop loin quand on commence à faire le lien entre les gens qui se font assassiner dans la rue, qui n'ont rien demandé à personne, les suicidés, les accidents de la route, les machins, les 0,3%. C'est pas grave, ça représente rien dans le budget. C'était pas grave. Le débat, moi, je veux bien le faire avec vous, mais si à chaque fois qu'on vous sort des arguments, vous nous dites, ouais, mais c'est 0,3%, ouais, mais c'est 0,9%, sur 60 millions, ce sera forcément un petit pourcentage à chaque fois. Thomas Guénolé, reste avec nous. J'aimerais vraiment qu'on revienne là dans un instant. Alors là, Lucie Castet.
Il faut régulariser tous les sans-papiers, même ceux qui ne travaillent pas. Et Thomas Guénolé est d'accord avec elle. Je voudrais vraiment que vous nous disiez pourquoi, parce que je ne comprends pas. Même ceux qui ne travaillent pas, vous dites? Même Je ne vois pas comment c'est possible. Comment on peut être sans papier en France sans travailler? Monsieur, ils n'ont pas droit. Ils n'ont pas droit au RSA. Il y en a beaucoup. Attends. Ils n'ont pas droit au RSA. On va en parler dans un instant, Thomas Guénolé. Ils n'ont pas là aux allocs chômage. Ils n'ont pas droit aux assurances maladie. Ils ont droit à rien. Il faut les aider plus. Sauf la Il faut les aider plus, apparemment. Alors du coup, ils font quoi s'ils bossent pas? Ils volent, ils tuent. À tout de suite sur TV. Franchement. Merci d'être avec nous, il est 19h44, on est en direct et bienvenue, on touche pas un mot. Merci d'être là, on est très heureux de vous retrouver tous les soirs. Hier, TPMP était loin devant le premier talk de France avec plus de 2 200 000 personnes. Voilà, donc merci à vous d'être aussi nombreux à nous regarder et on est très heureux de vous retrouver tous les soirs. Thomas Guénolé est avec nous, politologue, manuel de résistance à l'extrême droite. Alors, et franchement, on salue son courage, que vous soyez d'accord avec lui ou pas. Franchement, je dis, vraiment, je vous le dis. Et puis en plus, Gilles Verdez, ça vous fait un pote. C'est quand même génial. Non, mais vraiment. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Excusez-moi, réciproquement, moi, je vais saluer l'ouverture d'esprit et le pluralisme parce que voilà, ça n'existe pas nécessairement dans les deux sens, ce genre de truc. Et j'apprécie ça, quoi. Au moins, on peut discuter. J'espère que vous allez sur la gueule. Mais on débat. Mais au moins, on discute. Voilà. Moi, ce que j'aime pas, c'est qu'on attaque les personnes. Voilà, c'est tout. Voilà, là, sur le débat. Et Gilles Verdez, c'est la première fois qu'on ne l'a pas entendu. C'est incroyable. Mais il me passe des fiches sous la table. C'est incroyable. Vous êtes heureux de voir Thomas? Très heureux. C'est un des plus beaux jours de votre vie dans cette émission. Je suis enchanté. D'accord. Je suis pas d'accord avec tout, mais... Dire que vous allez trop radical. Dire que vous allez retrouver Juliette Briens samedi. Allez, on va revenir sur les 5 images du jour et on va débattre notamment, puisque la première image, je l'attends avec impatience, c'est la déclaration de Lucie Castet. Une fillette de 10 ans somnambule retrouvée saine et sauve à 1,6 km de chez elle. Regardez, cette histoire est folle. Regardez. Peyton, c'est une Américaine qui a 10 ans, interrompue dans son sommeil par la police locale et par des cris de joie de ceux qui viennent effectivement de la retrouver. En fait, elle avait décidé de terminer son petit somme dans la forêt à 2 km de là, ce qui fait quand même assez loin pour une enfant de 10 ans. C'est pas sa première crise de somnambulisme, mais les dernières fois, en fait, elle s'était contentée de se déplacer dans le jardin de la maison. Là, elle est allée quand même beaucoup plus loin. C'est beaucoup plus impressionnant. Mais elle est rentrée chez elle saine et sauve. Tout va bien. Incroyable. Incroyable. Qui est somnambule ici? Vous, Gilles Verdez, sûrement. Non, mais parfois... Vous avez toutes les qualités. Je fais des choses la nuit dont je me souviens pas, c'est vrai. Ah oui? Et elle aussi, elle se souvient juste qu'elle a eu faim à un moment. Elle a tout oublié. Il faut rendre hommage aux Américains parce qu'ils ont déployé des chiens, des hélicoptères, des drones pour la retrouver. Ils l'ont retrouvée à 23h le lendemain soir. Et elle dormait tranquillement. Voilà. Ah oui. Allez, chérie, au 4e, la Star Academy, ça y est, ça revient. Ouais. Le 12 octobre prochain, on a des infos. Alors, et qu'on revienne sur une vidéo assez choquante. C'est une scène qui s'est déroulée dimanche dernier à Strasbourg. Un automobiliste a tenté de faucher un homme à plusieurs reprises. Regardez. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors c'est incroyable, effectivement. Ce sont deux véhicules, on ne sait pas pourquoi, mais l'un des deux fonce sur l'autre à plusieurs reprises, donc voulant le blesser gravement. Finalement, le conducteur qui a failli être tué parce que le choc est à grande vitesse, est parti. Et pour le moment, la police tente de retrouver les deux conducteurs, parce qu'il y en a un qui a fui en voiture, l'autre à pied, et de savoir pourquoi ce contentieux entre deux automobilistes. Incroyable. Il n'y a aucune explication dans ce quartier de Strasbourg, effectivement. Allez, il est 19h59, et là, c'est mon extrait. Je sens que ça va être pour moi. Exactement. Thomas Guénolé, merci d'être resté. Je vais vous montrer le passage de Lucie Castet, donc qui voulait aller à Matignon. On rappelle. Alors regardez, on lui a demandé, Benjamin Noël lui a demandé si elle était favorable à la régularisation des sans-papiers. Alors, on la sent pas hyper calée, mais voilà, on la sent pas hyper calée là-dessus, mais elle a répondu, et je vais vous dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes pour la régularisation de tous les sans-papiers, même des sans-papiers? Dites-nous. C'est parti. Moi, ce que je dis sur l'immigration, c'est qu'on a manifestement un problème d'accueil. Non, ma question, c'est est-ce que vous étiez pour la régularisation de tous les sans-papiers? Pour une régularisation des sans-papiers, oui. De tous les sans-papiers? Il faut que je regarde davantage, mais plutôt favorable à ça, oui. C'est-à-dire tous les sans-papiers ou seulement ceux qui travaillent ou... Tous les sans-papiers. D'accord, donc même ceux qui ne travaillent pas? Oui.
Les migrants sont stigmatisés en permanence. Ce sont des gens qui contribuent au fonctionnement de la société. Ce sont des gens qui payent des impôts, qui font fonctionner la société. Voilà. Alors, ils n'ont pas pris le meilleur extrait. C'est quand elle dit je vais travailler, je vais revenir. Et je reviendrai, vous m'inviterez. C'était ça, mais c'était ça le meilleur extrait. Ils sont cons. Les migrants payent des impôts, c'est non, mais ils n'ont pas pris le meilleur extrait. C'est ça la fin. C'est écoutez, je vais travailler dessus, je reviens demain. Voilà, non mais c'était incroyable. Ils n'ont pas pris le meilleur extrait. Mais vous foutez quoi, les gars? Invité, je vous dirai. Non mais c'est incroyable. Vous me réinvitez, je vous dirai. Est-ce que vous êtes pour la régularisation de tous les sans-papiers? Bon, bien entendu, c'est pour moi une énorme bêtise. Merci, oui, ami. Thomas Guénolé, merci, qui rentre dans l'ambiance. Merci, merci, très drôle, Thomas. Non, franchement, très drôle. Oui, alors Gilles Verdez. Gilles Verdez n'est plus seul. En tout cas, si vous nous rejoignez à 20h01, Gilles Verdez n'est plus seul. Merci à lui. Alors, non, mais franchement, les chéris, on peut pas être content de ça. Excusez-moi. Géraldine Maillet, taisez-vous, s'il vous plaît. Déjà, vous nous insultez. Alors déjà, c'est quand même un peu un naufrage pour Lucie Castet. Heureusement qu'elle n'a pas été première ministre, parce que visiblement, elle ne maîtrise pas ses dossiers. Et Dieu sait que c'est un dossier très, très, très important, l'immigration, en tout cas qui tient au cœur des Français et qui ne sont pas des xénophobes, selon moi, Monsieur Guénolé, même si c'est votre avis. Je le respecte, mais je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Alors après, elle mélange tout, parce qu'il y a les sans-papiers, il y a les migrants, c'est une sorte de boubi-boulga, vraiment, je ne comprends pas. Et moi, je pense que ça n'est pas possible, parce que de toute façon, on a besoin de régulariser certains travailleurs sans papier, mais pas tous, en fonction éventuellement de quelques... Voilà, au cas par cas, en fonction de certaines activités. Mais sinon, si on régularise tout le monde, ça va être un appel d'air absolument impossible à gérer. Et déjà qu'on est complètement écrasé, me semble-t-il, aujourd'hui par une immigration massive. Mais vous allez me dire que c'est faux, et vous allez me dire que je suis dans une sorte de délire. Alors, laissez-moi dans mon délire. Et bien, voilà. Et donc, je pense que c'est complètement hors sol et complètement déconnecté du réel. Voilà. On va prendre quelques noms, et après, bien entendu, on fera parler Gilles Verdez et Thomas Guénolé. Voilà, j'aimerais bien savoir ce qu'ils vont nous dire. Tiens, Jean-Michel Maire. Non, mais je réfléchis, je cherche quel est le projet en fait de cette régularisation, quel est le but ultime, qu'est-ce que ça va apporter. Non, mais c'est juste pour faire un coup de buzz. Oui, c'est un coup de buzz, mais qu'est-ce que ça va apporter aux Français de régulariser des gens qui sont là, qui n'ont pas forcément d'ailleurs envie de travailler, qui viennent parfois, pas tous, mais parfois pour bénéficier de la grande générosité de Gilles et de la France. Voilà, donc les régulariser, alors que voilà, il n'y a pas de, on cherche pas forcément des gens pour il manque dans certains secteurs des travailleurs, mais enfin, on n'a pas un manque de travailleurs comme au Canada, par exemple. Donc, quel est le projet, à part, comme le dit Géraldine, d'inciter tout le monde à venir, voilà, et du coup, de faire le jeu de ce que vous appelez la submersion. On n'a pas les moyens, là, pour le coup, oui. Là, on n'a pas les moyens. Alors, ceux qui travaillent. Oui, au cas par cas. Oui, bien sûr. Et c'est déjà le cas. J'ai un ami qui travaille. Le bâtiment, la restauration, il y a plein de métiers en tension. Il s'appelle Khaled qui travaille, qui est un travailleur, qui est un mec qui a un amour de mec, qui travaille. Et lui, voilà, il galère. Voilà, il galère pour les papiers. C'est vrai que les mecs qui travaillent depuis longtemps, il faut montrer, il faut faire ses preuves. Mais c'est il faut faire ses preuves. C'est comme à l'école. Je suis désolé. Il faut faire ses preuves. Et être méritant. Mais c'est déjà le cas, Cyril. Il y a plein de travailleurs étrangers qui, au bout de quelques années, obtiennent leur papier. Et c'est très bien. Cette femme peut être première ministre de la France. Non, mais c'est fou. Vous l'avez dit plusieurs fois, et je suis d'accord avec vous, Cyril, la France, c'est comme une entreprise. Quand vous êtes une entreprise, que vous êtes en dette, vous n'allez pas dire on embauche 10 000 personnes. On ne peut pas. Pourquoi elle le fait? Elle veut gérer la France comme une entreprise, elle ne serait pas capable de gérer le bistrot du coin. C'est catastrophique. Et non mais c'est vrai. Faites attention à Thomas Guénolé quand même. Ils peuvent mettre une claque, mais involontairement, c'est pas contre moi. Non mais voilà, ça n'a aucun sens. Et au cas par cas, par contre, je suis tout à fait pour. Parce qu'il faut dire aussi la vérité, il y a plein d'étrangers qui viennent faire des boulots que les Français ne veulent pas faire. On a besoin d'eux. Alors ça aussi, tu vois, voilà, c'est bien que tu dises ça. Parce que moi aussi, c'est bien qu'on tape sur les étrangers, les sans-papiers, les mecs qui veulent pas travailler. J'adore. Mais il y a un truc aussi, il va falloir se pencher là-dessus, sur cette phrase que tu viens de dire là. Le travail que les Français ne veulent pas faire. À un moment donné, quand tu es dans la merde, tu dois pouvoir faire le travail qu'on te dit de faire. Il n'y a pas de nationalité ou de thème pour dire non, mais moi je suis français, je ne fais pas ça. Il faut aussi que le gouvernement se dise à des Français, parce qu'on dit qu'il y a des gratteurs qui ne travaillent pas, qui foutent rien, que c'est des immigrés, c'est des sans-papiers. Ok, pas de problème, je ne vais pas nier ça. Mais il y a aussi des Français qui cassent les couilles et qui foutent rien et qui ne veulent pas travailler, qui disent moi j'irai pas faire ce métier-là, c'est un métier pour un Noir ou pour un Arabe. J'aimerais bien qu'on arrête aussi avec ça. La phrase que tu viens de dire là, faut faire venir des sans-papiers et des immigrés parce que les Français ne veulent pas le faire. Non, tu ne veux pas faire, je ne donne pas ton chômage, va te faire foutre. Tu ne veux pas faire, tu ne fais pas. On travaille tous, hein. On doit tous travailler. Ça va. Il n'est pas tout seul, hein. Il n'est pas
tout seul à dire ça. Nombre de personnes que tu entends dans ta vie tous les jours. Moi, je ne ferais jamais ce boulot-là. Faire du goudron pour les routes. Non, non, c'est un métier de Sénégalais, ça, je ne ferais jamais ça. Dans les EHPAD. On va vous couper, vous aussi, vos allocations et vous allez aller travailler comme tout le monde pour 1007, 1006 à faire des routes. On est où, là? Faut arrêter. Ça prend des téléphones. Les gars, si vous l'applaudissez trop, dans un instant, on a le gruyère à 8,90. Je vous dis, ça nous pend au nez. Hein. Ça nous pend au nez, je le dis, je connais. Non, mais c'est chiant, Gilles Verdez, tiens. Moi, j'adore Lucie Castet. Et plus que jamais après sa déclaration. Gilles Verdez, vous êtes un danger pour la France. Si vous voulez. Vraiment, un danger. Un danger. Je trouve que c'est extraordinaire qu'elle ose dire à un moment, je vais travailler mon dossier, je reviendrai. Ça, c'est son honneur. Deuxième chose, les sans-papiers qu'elle veut régulariser, ils sont là. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Mais j'ai même pas parlé, arrêtez. Bah si, t'as trop parlé. Donc, il suffit de rentrer. Il suffit de rentrer. Donc, il suffit de rentrer. Non, c'est pas comme ça. Mais ce qu'a dit Raymond, c'est génial comme ça. Le sans-papier qui vient, le sans-papier qui vient, il a raison, travailler. On le regarde. Mon père, il est venu sans papier. Il a demandé des cartes de séjour renouvelables tous les 10 ans. Arrête tes conneries. Arrête tes conneries. Tu dis n'importe quoi. Et arrête d'insulter les Sénégalais. T'as insulté les Sénégalais en plus. T'as dit ça travaille dans Sénégalais. C'est grave ce que tu dis. C'est très grave ce que tu dis, Gilles Verdez. J'insulte pas Gilles Verdez, c'est l'inverse qu'il a dit, Gilles Verdez. S'il vous plaît. Gilles Verdez, alors une fois de plus, je déteste ce que tu dis encore une fois. Et Raymond, au contraire, il a rendu hommage aux Sénégalais. Je défends, j'insulte. Non mais c'est insupportable, Gilles Verdez. Vous êtes devenu d'une mauvaise foi. C'est insupportable. Bizarrement, tu vois, même Thomas Guénolé. Il a un doute. Non mais même Thomas Guénolé, je trouve que voilà. Je veux que mon silence en dit long. Je le supporte beaucoup plus. Je peux finir. Non mais c'est insupportable de dire il a dit. Non mais je m'en fous. Après la limite, il a fait son truc là, on s'en fout. C'est juste sur les sans-papiers. Moi aussi je m'en fous. On a besoin de gens qui viennent travailler, qui viennent aider la France. On a besoin de gens qui viennent, qui payent leurs impôts avec des cartes de séjour. Ils sont là, ils travaillent. Même on leur donne un permis de travail s'il faut faire un permis de travail. Mais il ne faut pas accueillir n'importe qui, n'importe comment, pour qu'il va venir squatter, il va venir égorger des Philippines, il va faire de l'OQTF, il va faire n'importe quoi. Et on va lui dire, non, maintenant qu'il est là, il est là. Non, si tu es venu pour travailler, tu restes, tu nous aides. Si tu es venu pour foutre la merde, tu dégages. Voilà, c'est tout. Merci. C'est ça qu'on comprendre. C'est pas dur à comprendre. On n'est pas des racistes. On n'est pas des racistes. On a accusé. Tu sais ce qui est grave, après j'arrête mes conneries, tu sais ce qui est grave, c'est qu'on a accusé toute la journée de racisme aussi. Toute la journée, vous êtes des racistes, vous voulez pas de noirs, vous voulez pas d'arabes, vous aimez pas ci, vous aimez pas ça. On aime justement. Les mecs, calmez-vous 2 minutes. On n'a jamais dit ça. On a juste dit qu'on veut être en sécurité, nous et nos enfants. Si toi tu veux un jour te retrouver dans le journal et pleurer parce qu'on a fait des délires à qui que ce soit, c'est ton problème. Moi je veux que tout le monde soit là. Je suis pour tout le monde. Exactement. Voilà, c'est tout, mais arrêtez de confondre. C'est pas ça. Et quand j'ai donné il y a 2 secondes l'exemple de Khaled, qui est un pote, vraiment, qui fait un travail exceptionnel. Lui, ça fait des années qu'il travaille, tu le connais. C'est une bombe de mec. Lui, j'ai envie qu'il ait ses papiers. C'est un mec, c'est un amour. Le mec, il travaille depuis des années, il n'arrive pas à avoir ses papiers. Lui, ça me rend fou. Il n'y a pas de sujet. Je vous dis, il n'y a pas de sujet. Gilles Verdez. Après, on donnera Thomas Guénolé quand même. Je le laisse en fermeture de rideau. Il y a 2 choses. Et je voulais vous répondre sur quelque chose à vous, si vous. Non, mais déjà, moi, je suis pas votre petit pote. Si vous l'acceptez, si vous l'acceptez, c'est par rapport à ce que vous avez dit sur l'AME. Mais l'AME, je te le dis. Mais j'ai même pas dit ce que vous Non, mais je vais vous dire, l'AME, faut arrêter. Parce que l'AME, si t'es venu pour m'énerver, je peux dire que ça va être vite fait. L'AME, je te l'ai déjà dit hier. Mais je pourrais vous dire quand même ou pas ? Non, mais pour me dire quoi ? Pour vous dire que tout à l'heure, vous avez expliqué que des gens venaient bien spécialement. Sûr, et bien ça, c'est génial. Moi, je suis pour. Il y a des gens. Je vais vous dire pourquoi. C'est insupportable. Je pense à mon pote Khaled, encore une fois, qui est venu en France pour travailler. Il se tue à la tâche. Voilà, lui, voilà, je te le dis, il n'est pas venu pour l'AME, il est venu pour bosser. Il est incroyable. Oui. Voilà, je te le dis. Et quand j'entends des gugus comme toi tu veux nous dire énerver, ça, c'est tout, en écoute-moi bien, Gilles Verdez, tu viens ici juste pour nous énerver. Et mamie, elle est fragile.
Je peux dire pourquoi. Non, mais Gilles Verdez. J'ai même pas dit. Gilles, c'est insupportable. Mais j'ai rien dit encore. Mais justement, même quand en vous fait, dites c'est ma présence qui est insupportable. Oui, C'est même plus ce que je dis. Non, mais l'AME, moi je vais me barrer. Non, mais laissez-le dérouler l'exemple, il va je dire. connais des dizaines de gens, et je vous le dis, qui sont venus pour l'AME et qui ont eu leur vie sauvée. Et moi, c'est une fierté, c'est un honneur. Ils seraient morts dans leur pays. J'en connais plein. Donc quand on me dit... Je peux pas entendre ça. Mais si, c'est vrai, Cyril. Je vous assure, ce sont des... Ce qu'ils ont fait après. Ce sont des maladies qui ne pouvaient pas être soignées chez eux. Non mais Gilles Verdez. Qu'est-ce qu'ils ont fait après? Gilles Verdez, il faut que vous compreniez quelque chose. Il faut que vous compreniez quelque chose. Vous avez entendu ce qu'a dit Antoine Armand aujourd'hui, le nouveau ministre de l'économie? Oui. Il a mis le nez dans les comptes aujourd'hui. Il a dit que c'était catastrophique. Gilles Verdez, aujourd'hui, on ne peut plus, sachez-le, c'est terminé. Donc on laisse mourir les gens? C'est rideau, on ne peut plus, la France peut plus. Déjà, La France ne peut plus. Déjà, sauvons ceux qui sont là. Et les Français qui sont en galère. Sauvons les Français qui, le 10 du mois, ne savent pas s'ils vont manger le 11. Hein. Sauvons tous les gens qui travaillent et qui ne savent pas s'ils vont manger le 20 du mois, Gilles Verdez. Donc arrêtons d'aider tout le monde. Hein, je vous le dis, parce que là, à un moment, on ne peut plus. Les Français, ils n'en peuvent plus de ça. Et dans les pays à construire des hôpitaux, etc., les pays concernés. Mais arrêtez. Gilles Verdez, je vais vous dire, il faut arrêter. On n'est pas détourné par des dirigeants. Exactement. Complètement. Non, mais Gilles Verdez, je vais vous dire quelque chose. Arrêtez, parce que là, les Français, votre discours, ils n'en peuvent plus. Surtout aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, je vous l'ai dit, c'est un discours qu'on ne supporte plus. C'est ce que dit Lucie Castet. Hein. On ne supporte pas. Vous voyez, elle est où, Lucie Castet? Elle est chez elle en train de jouer au domino. Donc arrêtez de dire des conneries. Non, mais c'est vrai. Elle est où, Lucie Castet? On dirait que Lucie Castet, c'est la présidente. Non, mais Lucie Castet, elle est où? On la connaissait pas il y a 2 mois. Elle est en train de faire du char à voile à Quimper. Donc arrêtez de dire des conneries. Non, mais sans rigoler. Non, mais les mecs. Déconnez pas avec Quimper. Ah, merci, excusez-moi. Non, mais il me dit, c'est ce que dit Lucie Castet. On dirait que Lucie Castet, c'est. Non, mais c'est parole d'évangile. Écoutez-moi bien, vous êtes fous. Vous êtes fous. Nous, on est. Voilà, je vais vous dire. Moi, je suis issu d'immigration. Si mon père, il n'avait pas ses papiers. Quand il est arrivé en France, il n'avait pas ses papiers. Il est d'origine tunisienne. Mais quand il a eu. Mais mon père, je vous dis, il a travaillé. Il a payé des impôts. Il a attendu des années avant d'avoir ses papiers. Mais les mecs, il a prouvé qu'il aimait la France, qu'il voulait rester en France. Moi, je vais vous dire, j'ai plein d'amis. J'ai un autre ami, sénégalais, tiens, justement. Lui aussi, incroyable. Un pote, il travaille, il est incroyable. Voilà, et ça me fait de la peine. Je lui dis, j'ai envie de t'aider pour tes papiers. Tu mérites tes papiers. Voilà, 100 fois plus que. Je fais pas des TikTok pour niquer la France, je vis des allocations, exactement, etc. Bien sûr, bah oui. Mais Gilles Verdez, c'est la France du laxisme, c'est la France des profiteurs, c'est la France de la délinquance. C'est la France de l'échec. C'est la mort. C'est la France de la mort. Exactement. Merci. Thomas Guénolé, s'il vous plaît. On a ébranlé là. On l'a fait. Bon, alors je commence par quoi? Alors, court. Ouais. On a 2 minutes et après on revient. Mais allez-y. Okay. Alors, si j'ai 2 minutes, les sans-papiers, c'est 1,16% de la population française, donc c'est peanuts. L'AME, c'est 0,5% des dépenses de santé, donc c'est peanuts. C'est un faux problème. C'est pas un problème grave, en tout cas. Et les sans-papiers n'ont pas droit à l'assurance chômage, ils n'ont pas droit à l'assurance maladie, ils n'ont pas droit au RSA, ils ont droit à l'AME, mais elle ne se mange pas. Et donc, par définition, si vous avez une famille de sans-papiers en France, il y a au moins une personne qui bosse pour nourrir tous les autres. Et donc, il y a toujours quelqu'un qui bosse dans une famille de sans-papiers. C'est pas possible autrement, sinon vous crevez de faim. Premier point. Deuxième. Où il tue. Non, mais c'est trop, je t'ai dit tout à l'heure, c'est trop marginal par rapport au total pour que tu dises qu'il y a un lien entre être sans-papier et être délinquant. C'est pas vrai. Et c'est pas sympa pour eux en plus. Ouais. Mais donc, et j'ajoute ceci dit que le problème des sans-papiers peut être résolu de lui-même pour ceux qu'on a déjà. Si vous avez un boulot, et encore une fois, c'est obligé du coup, si vous avez un boulot, vous avez probablement le droit d'être régularisé. Donc allez à la préfecture avec votre dossier. Si vous n'arrivez pas à faire votre dossier, vous contactez la CIMAD, la LDH ou le GISTI pour vous aider, et puis vous les embrassez de ma part. Il n'y a pas de critères. Attendez 2 secondes, j'ai un appel, s'il vous plaît. Ah. Jean-Pierre Foucault. Oui, allô? Oui. Non, toujours pas vu. Ah, bon. Je ne sais pas si elle vient aujourd'hui. Ah. Vous avez des nouvelles de Polska? Elle vient pas? Non. Pour savoir si elle venait ou pas. Elle a un truc. Écoutez, on mène l'enquête et on revient dans un instant. Les chéris, sachez-le, ça va secouer dans un instant puisque le laxisme judiciaire n'existe pas. Êtes-vous d'accord avec le nouveau ministre de la Justice? Mais ce ne sera pas tout à fait ça. Voilà, on va en parler de ça. Et puis bien entendu, on va parler des OQTF. Voilà, les OQTF. Moi, je vais vous dire, les OQTF, pour moi,
ça fait pas un pli. N'importe qui est au QTF, il rentre chez lui. Merci, au revoir, terminé. Sinon, et si les autres pays ne veulent pas le prendre, je le débarque moi-même. Je l'accompagne moi-même. Voilà, je vous le dis, je vais accompagner tout le monde. Si je dois, vous voyez, Gilles Verdez, ça n'est pas la peine de faire cette tête comme ça. Si vous avez mangé un mauvais camembert, tout de suite sur C8. Merci d'être avec nous, il est 20h20. On est en direct, bien entendu, c'est Touche pas mon poste. Merci d'être aussi nombreux à nous regarder. C'est incroyable. Je vous le dis, franchement, c'est incroyable. Merci. Voilà, j'aime vous retrouver et je voudrais vous remercier pour tout ce que vous faites pour nous. Voilà, je voulais vous le dire encore. Ce soir, juste après Touche pas mon poste, il y aura Rambo 2, la mission. C'est comme Rambo 1, mais avec une mission. Non, j'adore Rambo 2. Je vous jure, alors, Rambo 2, et je pense, je peux me tromper, mais normalement, il y aura Rambo 3 la semaine prochaine. C'est encore pire. Je le pense comme ça. Je rappelle, le mardi, c'est Belmondo. Ouais. Le mercredi, c'est Rambo. Le jeudi, c'est Bataille et Fontaine. Ouais. Le vendredi, c'est ma mère. OK. Voilà. Il est 20h21, on est bien sûr en direct. Est-ce que vous voulez pas qu'on revoie la vidéo de Lucie Castel, parce qu'on m'a donné la fin. Voilà, la fin, comme ça, Gilles Verdez pourra revoir son visage. Alors, en tout cas, elle est intelligente. Ah oui. Et elle est très... C'est une belle femme. Très belle femme. C'est une belle femme. Alors ça, on dirait une actrice. Oui, c'est vrai. Non, franchement. Elle a toutes les qualités. Bah oui. Ah bah, pour être Premier ministre, sûrement pas. Ouais, on a Bourville autour de la table. Bah non, on va être Premier ministre, bah sûrement. Bah mon vélo. Vas-y, regardez. Moi, ce que je dis sur l'immigration, c'est qu'on a manifestement un problème d'accueil. Non, ma question, c'est est-ce que vous étiez pour la régularisation de tous les sans-papiers? Pour une régularisation des sans-papiers, oui. De tous les sans-papiers? Il faut que je regarde davantage, mais plutôt favorable à ça, oui. C'est-à-dire tous les sans-papiers ou seulement ceux qui travaillent ou... Tous les sans-papiers. D'accord, donc même ceux qui ne travaillent pas? Oui. Les migrants sont stigmatisés en permanence. Ce sont des gens qui contribuent au fonctionnement de la société. Ce sont des gens qui payent des impôts, qui font fonctionner la société. Par ailleurs, on l'a vu lors des débats sur la binationalité et sur la préférence nationale, on a vu à quel point ça mettait en difficulté le secteur économique, que le Rassemblement national stigmatise à ce point et déclare vouloir écarter les étrangers du travail en France. Mais c'est au nom du PS aussi quand vous dites ça? Je parle en mon nom propre là. Ouais. Je pense qu'il faut une régularisation importante des sans-papiers. Je ne sais pas si c'est l'intégralité. Il faudra que je regarde. Si vous voulez, la prochaine fois que je viens, on en reparle pour que je confirme cette position. Après, en tout cas, je le dis. Alors moi, je suis pas d'accord avec elle du tout, mais elle a l'air sympa. Ouais. Franchement, non mais c'est vrai. On crée plus qu'elle morde. Enfin, on a échappé belle quand même. Hein. Voilà, après c'est ce qu'elle dit, c'est catastrophique, excusez-moi. Ah oui. Alors je sais que Thomas Guénolé n'est pas d'accord avec moi. Tiens, il y a Fabrice Divisio qui est là parce qu'il est en train de mettre son blouson. Les Avengers. Là, ce soir, c'est les Avengers, c'est vrai, c'est un truc de fou. On va parler bien sûr de la justice. Oh. Ce soir, c'est pas Bébel, c'est Mesrine. Comment ça va, mon Fabrice? Pourquoi il me regarde comme ça? Merci d'être là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai trop crié hier soir, du coup je suis enroué. Non, c'est vrai. Vous voulez revenir demain? Maintenant que je suis là, tant qu'à faire. Hein. Merci Fabrice d'être là. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'elle a dit Lucie Castel, régulariser tous les sans-papiers? Voilà. Non mais je veux dire, tout ça c'est de l'idéologie, c'est sympa, monsieur parle bien, c'est super. Il y a des propos, non mais il est sympa en plus, c'est vrai. Je veux dire, Au niveau des OQTF, est-ce que la France est trop laxiste? Pour moi, oui. Pour moi, c'est inadmissible. Un OQTF ne doit pas rester ici. Un OQTF, il doit être en dehors de la France. Il y a deux façons de voir la chose. Pour moi, les OQTF, je les fous. Je suis désolé, ils n'ont rien à faire en France. Le problème, le problème de l'OQTF, c'est que tu es soumis à un problème pragmatique. C'est-à-dire? C'est le laisser-passer consulaire. Voilà, c'est ça. Les Anglais avaient testé et on s'en fout, il faut leur mettre des coups de pression. Tout ça, c'est quand même de l'esbrouf, parce qu'à un moment donné, tu as un ministre de l'Intérieur qui arrive et qui dit « Moi, je vais tous les renvoyer ». Bah oui, mais bon, où? Les Anglais avaient testé l'extraterritorialité. Alors ça, quand tu commences à mettre le doigt là-dedans, c'est très très dangereux, ça. D'abord, c'est contraire à tous les traités internationaux de faire ça. Légalement, mettre quelqu'un en extraterritorialité, dire « Je prends une île et je te mets dessus ». Genre Guantanamo. Jean Guantanamo. Ça, c'est quand même contraire à tous les traités internationaux de faire ça. Bon, après, moi, je fais du droit après. Comment Mélanie en Italie? Mélanie, tout le monde la félicite en italien. Mélanie, ce qu'elle a fait. Vous avez vu ce qui s'est passé? Vous avez vu qu'il y a c'est qui le mec de quel pays qui est allé la féliciter? Je crois que c'est... Si.
L'anglais, Oui, exactement, l'anglais, bien sûr. L'anglais qui est ministre anglais, le exactement, qui est à gauche toute. Il est allé féliciter Mélanie pour sa politique migratoire. Il cherchait et prendre des leçons même. Exactement, vous vous rendez compte, mais incroyable. On avait dit que ce serait le chaos. Après, Mélanie, elle a choisi de se Vous savez que l'Italie, j'y vis un peu. Elle a fait des camps en Albanie. L'Italie, j'y vis un peu. Et Mélanie, si vous voulez, il y a quand même, faut pas se tromper, hein. Il y a quand même une grosse part de communication là-dedans. Elle présente vachement bien, ses chiffres sont bons. Mais parce qu'en fait, qu'est-ce qu'elle a fait aussi? Elle a fait une grosse politique de régularisation. C'est ça, 450 000. Elle a fait une grosse politique de régularisation et sans papier. Hein. D'ici à l'an prochain, ça fera 450 000 personnes. Mélanie, faire attention, parce qu'elle est quand même soumise aux dictats européens. C'est pas si facile que ça. Sur les OQTF, pourquoi on fout rien? C'est pas qu'on fout rien, c'est que tu vois ce qui s'est passé avec... Alors, je vais vous dire, Emmanuel Macron avait dit, il avait dit 100% des OQTF quitteront le territoire. Oui, mais Emmanuel Macron, il dit beaucoup de choses. Voilà. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est que même s'il se prend pour Jupiter, il n'est pas Jupiter, quoi. C'est ça le seul problème. C'est qu'en fait, il n'est pas le roi du monde, il n'est pas l'empereur du monde, et il ne peut pas décider tout seul. Ce qui fait... Qui décide alors? Qui décide d'abord, effectivement. D'abord, tu vois, l'Algérie, par exemple. Là, on s'est fâché avec l'Algérie. L'Algérie a dit, bon, bah, ok, puisque c'est comme ça, les ressortissants algériens, j'en veux plus, je la prends plus. Voilà, ça. Absolument. C'est quoi? Mais on ne peut pas se fâcher trop non plus parce qu'on a besoin de leur gaz. Le problème, il est là. C'est qu'à un moment donné, c'est là où il faut bien comprendre que la politique d'immigration, c'est comme tout. En fait, c'est comme la politique pénale, c'est comme tout. C'est un ensemble. Ça se discute au niveau des ministères des Affaires étrangères, ça se discute au niveau du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Justice. Moi, je vais vous dire, excusez-moi, Fabrice Division. Les parents de Philippines, ça leur fait. Moi, je vais vous dire, exactement, les parents de Philippines. Et on a d'autres infos qui vont arriver dans un instant avec Amaury Bucco, vous allez voir. Ça va vous foutre en rogne, mais vous ne pouvez même pas savoir comment. Les parents de Philippines, là, aujourd'hui, je peux vous dire, vous vous rendez compte, ce gars-là n'a rien à faire sur le territoire français. Vous vous rendez compte, comme elle peut en vouloir. Moi, je vais vous dire, pour moi, je suis désolé, il faut trouver des solutions. Il faut, sinon, tous les OQTF, les OQTF, il faut essayer ou de les faire partir, ou bien de les mettre. Il y en a 17 000. Non, il y en a plus que ça. Vous êtes plus que ça. Il y en a 177 000. 177 000 en 2022. Il y a déjà un premier problème dans cette... Non, 177 000 Depuis 2019, c'est 447 000 OQTF. Exactement. Et là, voilà, exactement. Donc, mais il y en a, c'est 177 000 en 2022. Voilà. Juste aujourd'hui, ces 177 000 personnes n'ont plus rien à faire en France. Je ne sais pas comment ils sont. Mais on doit les sortir de la France. Gilles Verdez, arrêtez de faire cette tête parce que je vais m'énerver. Non, mais je vous le dis. Arrêtez de faire cette tête parce que je vais m'énerver. Non, mais je vous le dis. Les OQTF n'ont rien à faire en France. Voilà, je vous le dis. Et vous en faites quoi? Mais on les fout dehors. On les fout dehors. Mais où? Dans ton cul. Et si on décide... Non, mais il m'énerve. Je suis désolé, il m'énerve. Merci. Et en tout cas, si on décide, comme Gilles ou Monsieur Guénolé, qu'on ne peut rien faire parce qu'ils sont, etc., et bien à ce moment-là, on se débrouille pour plus en faire rentrer trop. Ça serait déjà pas mal, au moins. Exactement. En faire rentrer, au moins. Non, mais moi, je vais vous dire, mais pourquoi on les met pas dans des avions, ces gens-là? Parce que vous allez dire, mais le pays ne veut pas, mais tu t'en fous. Tu les Mais vous les mettez où? Dans la mer? Dans le... Je vous dis, mais je ne veux pas les voir. Mais vous les mettez où? Mais arrêtez, Gilles Verdez, arrêtez. Vous leur faites prendre un avion et vous les débarquez, c'est tout. Mais où on les débarque? Chez eux. Ils en veulent pas. Je suis désolé. Ils sont chez eux. Je suis pas d'accord. Mais parfois, il y a des OQTF. Cyril dit un truc intéressant pour le coup. Il touche du doigt, après vous touchez du doigt, Cyril, un vrai problème, qui est à un moment donné le problème de savoir quelle politique j'ai à destination de ces États qui ne veulent pas reprendre leurs... Il va falloir à un moment donné on est une puissance mondiale, il va bien falloir qu'on se comporte comme tel à un moment donné. Le problème, c'est que c'est pas le seul paramètre. On est d'accord. Si on parle de géopolitique, pour le coup, c'est pas le seul paramètre qu'on a avec ces États. Et quand l'État France est en train de voir les dossiers qu'il a avec l'Algérie, en termes de priorité, la question des OQTF est, du point de vue de l'intérêt de l'État, entendez-moi bien, le cadet de ses soucis. Il ne faut pas raconter des cracks aux gens. C'est grave. Je dis que c'est comme ça que ça marche. Il a raison. Là-dessus, vous avez raison, Thomas Guénolé. Et c'est ça qui est très grave. Moi, excusez-moi, je vous le dis, quand je vois, aujourd'hui, les Français, ils veulent deux choses. Pouvoir d'achat, sécurité. Moi, je vous le jure. Moi, demain, je suis chef du gouvernement. Je vous le jure. Et on ne peut pas courir 50 000 lièvres à la fois. Je dis à mon gouvernement, je dis à tous mes ministres, les gars, on arrête tout, je vous le dis. C'est pendant 6 mois, sécurité, pouvoir d'achat pour les Français. Dans 6 mois, on fait un point. Si on n'a pas de résultat, on dégage. Voilà, on se barre parce qu'on n'est pas capable. Mais je vous dis la vérité, aujourd'hui, les OQTF, c'est une priorité. Je vais vous dire, pour le drame qu'il y a eu avec Philippines, est-ce que vous vous rendez compte même du moral des Français? J'ai eu des gens au téléphone aujourd'hui qui m'ont appelé à la radio.
Mais ils ont tous peur pour leurs enfants, pour leurs sœurs. Ils se disent, on ne peut plus sortir. Parce que ce qui est arrivé... Thomas dit que c'est résiduel. Ce qui est arrivé à Philippines, ça pourra arriver à tout le monde. Ici, c'est à 100 mètres. Hein. C'est une jeune fille qui était à la fac, qui est sortie de la fac et qui a fait une rencontre, qui a rencontré un OQTF qui n'a rien à faire en France, et en plus récidiviste. Et on va vous expliquer l'affaire dans un instant, vous allez voir, vous allez devenir fou. Vous allez devenir fou. Et quand Gilles Verdez me dit, qu'est-ce qu'on fait des OQTF ? Gilles Verdez, une fois de plus, c'est le laxisme de la France. Oui, mais vous moi, je ne veux. Mais je vous le dis. Si on a répondu avec Fabrice Division. Vous les mettez où? Oh, chez les on t'a dit. Gilles Verdez, vous êtes insupportable. Insupportable. Non, il soulève un problème par contre, c'est que ça va nous coûter sur autre chose dans les négociations entre États. Non, mais c'est une priorité. Non, mais j'entends bien, mais ça va vraiment vous coûter très cher sur autre chose. Par exemple, sur la facture d'énergie. Oui, je sais. Vous venez de parler du pouvoir d'achat. Je sais. Je préfère payer plus cher le gaz et sauver des vies. Faudra trouver. Sauver des enfants. Non, mais il n'y a pas de lien entre être OQTF et être. Il n'y a pas de lien de causalité entre les deux. Il faudra trouver d'autres accords avec d'autres pays, sinon, je vous le dis. Mais il y a un paramètre aussi. Il y a un autre paramètre qu'il faut bien comprendre, c'est que la politique migratoire, en grande partie quand même, quoi qu'en disent certains, nous échappe aussi parce que maintenant elle est sous l'égide de l'Union européenne. C'est comme ça. C'est vrai. La directive, effectivement, qui fixe la durée maximale de rétention, c'est une directive communautaire. 90 jours. Les États gardent le droit de reprendre la main. Thomas, je vais vous redire un truc. Un pays, et je le redis aux téléspectateurs, un pays, c'est une entreprise. Non. Gérer un pays, c'est comme gérer une entreprise. Je vous le dis, je vous jure. Donc, moi, je vous le dis. Si. Tu sais pourquoi non? Mais si, parce que quand vous dites le gaz va nous coûter beaucoup plus cher si on s'embrouille avec l'Algérie, il faut aller, c'est très simple. Il faut aller négocier peut-être avec d'autres pays. Je vous le dis, c'est des négociations, c'est des choses. Mais aujourd'hui, la priorité des Français, pouvoir d'achat, sécurité. Je vous le dis, il faut dire au gouvernement. Dans 1 an, dans 2 ans, je ne veux plus un OQTF en France. Voilà. Il n'y en a plus un. Et ça doit être. Voilà, c'était d'ailleurs la promesse d'Emmanuel Macron qui avait dit la souveraineté. Qui avait dit 10%. 100% et on est à 10%. Exactement, et on dit à 10%. Il avait dit 100% de QTF dehors, on n'est qu'à 10%. Voilà. Donc je vous dis aujourd'hui, mais vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte de ce que disent les Français, de ce que vivent les Français. Parce qu'on est compte. Il y a des Français, leur seul truc, c'est le 10 du mois, ils travaillent du matin au soir, ils n'ont pas d'argent pour nourrir leurs enfants, et ils ont peur quand leurs enfants sortent, quand eux sortent tout seuls. Et ils se disent, aujourd'hui, avant des histoires comme ça, se dit, moi je me rappelle, on disait, le Brésil, attention, c'est très dangereux. Aujourd'hui, vous savez ce qui se dit à l'étranger? Quand un mec vient en France, on dit, attention la France. Attention, c'est très dangereux. Mais je vous le dis, je connais des potes américains et tout qui me disent, nous, ça nous fait peur la France. C'est Bronx maintenant. Bah oui, je vous le dis que c'est vrai. Aujourd'hui, mais c'est vrai. Avant, quand je me rappelle, quand il y avait des gens qui partaient au Brésil, on se disait, oh là, tu vas partir au Brésil, fais gaffe, on va te piquer ta montre. Aujourd'hui, c'est en France qu'on peut plus mettre une montre de luxe. Je suis désolé. C'est devenu, ça s'est accéléré. Il y a eu une accélération du délitement de la France qui est incroyable, je vous le dis. Aujourd'hui, les Français n'en peuvent plus. Alors ceux qui me disent non, et ceux qui disent non, c'est résiduel, etc., ils ne vivent pas dans le même monde que les Français. Je vous le dis. Et aujourd'hui, si le Rassemblement national est à plus de 30%, et même plus, voilà, aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, les Français, ils attendent qu'une seule chose, c'est leur priorité, c'est de voir leurs enfants pouvoir sortir en boîte de nuit, tranquille, main dans la main avec leurs copines, sans qu'ils aient peur qu'ils se fassent agresser ou qu'ils se fassent insulter. Voilà, je vous le dis. Alors sur les insultes, c'est vrai par contre. Sur les insultes, c'est un phénomène massif. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que dans toutes les catégories, je vous citais l'enquête, vous savez, tout à l'heure, sur est-ce que vous avez été, vous, personnellement, victime de tel ou tel truc. Il y a une catégorie où ça pète les scores de mémoire, c'est en une seule année, 15% des Français qui ont subi ça. Ce qui est gigantesque. Gigantesque, c'est les injures et les menaces. Pas concrétisées, mais ça installe quand même une ambiance de peur. Et ça existe. Ça veut dire qu'il y a, quand on parle d'effondrement du respect, d'effondrement de la politesse et d'effondrement juste du fait d'être civil les uns envers les autres. Non, pas nécessairement de valeur. C'est un truc plus fondamental, le fait de respecter l'autre en tant qu'être humain. C'est ça qui s'écroule. C'est vrai. Et je vais vous dire, aussi, ici dans cette émission, il est 20h38, on est en direct. Moi, les discours de Gilles Verdez, c'est pas possible, c'est pas possible. Les Français, ils peuvent plus entendre, c'est pas possible. Sachez-le. Il y a une urgence, ils ne veulent plus entendre, c'est pas possible. Donc Gilles Verdez, si c'est pour dire c'est pas possible, vous allez retrouver Fatou et vous allez lui faire un 4x4 à la maison, d'accord? Non mais je vous le dis. Et après, il y a un autre paramètre, si je peux me permettre, c'est que Gilles Verdez, là, vous vous trompez à mon avis quand même sur un point, si je peux me permettre. Oui, mais c'est insupportable. La politique, c'est l'art de rendre l'impossible possible. Oui, bah oui. C'est ça la politique. Bah, exactement. Et lui, il a l'art de rendre le possible impossible. La politique, à un moment donné, c'est l'art de rendre l'impossible possible. La souveraineté, c'est ça. Aujourd'hui, on a un problème en France. Tu disais, Cyril, que les Français craignent pour la sécurité, mais il faut bien comprendre aussi qu'on a un problème
problème, et c'est là où, monsieur, je ne suis pas d'accord avec vous du tout, c'est qu'au-delà des liens qu'on fait de manière un peu incontestablement un peu rapide, et je peux en convenir volontiers, le problème ne se pose pas en ces termes. Le problème, c'est que vous savez que ce n'est pas un délit d'être français. Vous savez que ce n'est pas un délit de vouloir effectivement la sécurité pour ses enfants. Vous savez que ce n'est pas un délit que de vouloir choisir qui rentre chez nous et qui sort de chez nous. Je veux dire, je ne sais pas si l'État est conforme à une entreprise, mais en tout cas, l'État est conforme à une famille. Et que chez moi, je décide effectivement qui rentre et qui sort. Chez vous? En France, on décide dans votre maison. Oui, aussi, quand même. Regardez le sondage. La France est-elle trop axiste? Oui, à 96%. Mais oui, Gilles Verdez, vous êtes déconnecté. Vous habitez où? C'est insupportable. Cette tête, là, toute l'émission, il est comme ça. C'est insupportable. On dirait le cerveau. David Niven, il est comme ça. Sans rigoler. C'est insupportable, je ne sais pas ce qu'il dit. En plus, pour lui, tout est impossible, on ne peut rien faire et on reste dans la merde. Excusez-moi, Gilles Verdez, vous êtes la France de l'échec. Voilà, c'est possible, pourquoi on ne le fait pas? Mais répondez-moi si c'est possible. Monsieur Darmanin, il a fait tout son possible, il a échoué. Darmanin, c'est pas de son ressort. Ah, d'accord. Il peut essayer, mais c'est pas de son ressort. Okay. Il faut qu'il y ait des accords avec des pays, il faut que ce soit avec le ministère des Affaires étrangères et le président de la République. Donc Gilles Verdez, quand vous aurez travaillé, vous pourrez revenir dans cette émission. Pour l'instant, occupez-vous de ma vie et donnez-lui un Babybel. Merci. Merci Thomas Guénolé. Je voulais vous remercier d'avoir été avec nous. Vous pouvez revenir très vite, parce qu'on aime bien quand vous êtes là. Fabrice, c'est un bonheur aussi. T'aimes bien quand il y a Thomas? J'aime bien, j'ai le senti. Ah ouais, je sais. Ouais. Big Glaoui arrive dans un instant, Fabien Lecœur, bien entendu. Michel Marie, Amaury Bucco, vous allez voir. Alors je vous dis, encore une fois, vous allez être énervé ce soir. C'est pour ça que moi je suis colère. Et merci Thomas, je rappelle, manuel de résistance à l'extrême droite, même si voilà, je ne suis pas d'accord avec lui, je lui fais sa promo et je suis heureux qu'il vienne nous voir et il peut revenir dès cette semaine d'ailleurs s'il en a envie. Jeudi, je suis dispo si vous voulez. Exactement. Et je vous offre des nouvelles lunettes. Merci. Merci d'être avec nous, les 20h47, on est en direct et on n'a pas le temps. On aimerait bien chanter, mais il y a Big Glaoui qui nous attend. Big Glaoui qui est éclairé en double fil. Merci Big Glaoui d'être là. Michel Marie est là également. On va mettre le sommaire derrière. Merci. C'est un coup à prendre en régie. Voilà. Et il y a Amaury Bucco qui viendra nous voir dans un instant, on aura de nouvelles révélations sur l'affaire Philippines, bien entendu. Et vous allez voir. Alors je vous le dis, vous allez être énervé. Moi, je préfère vous dire, mais vous allez voir, on a tout le cheminement. C'est insupportable. Merci en tout cas Michel d'être avec nous et merci Big Glaoui, merci Fabien. Bonsoir. Merci, bonsoir. Alain Delon, vous avez des news? Oui, alors des news d'Alain Delon. Déjà, la propriété coûterait très cher. Vous savez que la maison qu'il a à Douchy, c'est une propriété sur un terrain à peu près d'une centaine d'hectares, donc c'est pas petit à entretenir. Donc déjà, Alain Delon, de son vivant, avait expliqué que c'est une propriété qui lui coûtait déjà, c'est un gouffre financier selon lui. Au mois de janvier, son fils, Alain Fabien, avait dit justement que lui aussi, il était souvent seul là-bas, il y avait plein de trucs qui ne fonctionnaient pas là-bas. Bref. Et puis là, récemment, depuis quelques jours, on a appris que les sangliers sont de retour à Douchy. Pourquoi les sangliers? Parce que vous savez que... Les sangliers sont de retour à Douchy. Et oui, parce que... C'est les miens. Mais les sangliers, parce que, en fait, quand on a des grandes propriétés, quand c'est des pâturages ou des forêts, là, c'est la saison où les sangliers se cachent. Ah ouais. Et oui, parce que là, la chasse est ouverte. Et donc, la propriété de Delon, il avait l'habitude de recevoir toutes sortes d'animaux qui venaient se protéger sur ces terrains. Il y avait le chat à trois pattes. Mais alors, le chat à trois pattes, bien sûr, mais surtout... mouton à trois couilles aussi. Mais vous savez, ça fait des dégâts dans des propriétés considérables. Regardez, derrière vous, c'est incroyable, les sangliers. Les sangliers, ouais. Et oui, ils cherchent des glands. Ah ouais. Pourquoi ils viennent pas là? Pourquoi ils passent pas ici? Ils ont qu'à venir ici. Ils ont qu'à venir ici s'ils cherchent des glands. Non, mais surtout quand vous avez beaucoup de chênes sur des terrains, le sanglier, moi j'ai eu ça un jour comme ça chez moi. Ah bah vous cherchez les glands, il est tout de suite. Ah bah là, je peux vous dire, on lâche un sanglier, il va direct, il va attaquer. Ah bah là. Non. 4 familles de nourris. Ah, c'est vrai. Ah, il peut nourrir 4 familles de sangliers, lui, avec ses glaouis. Non, mais sans rigoler. Et alors, pour trouver les glands, il retourne les terrains, bien sûr. Voilà. Évidemment. Donc, ce que vous voyez, c'est avec on s'en fout. Ça s'est fait qu'avec non, moi je vous dis non. Oui. Ça s'est fait qu'avec le museau. Ce que vous voyez derrière, c'est Colnet qui fait ça. Ah ouais, c'est Colnet qui fait ça, d'accord. Très bien. Bon, voilà. Allez, Ingrid Chauvin se marie le mois prochain. Absolument. Ingrid est amoureuse depuis... Non, elle est amoureuse d'un photographe, Philippe Varin. Vous le connaissez? C'est lui qui a fait le portrait officiel du président Sarkozy. Ah ouais, Philippe Varin. C'est un grand photographe, il était à l'agence SIPA, etc. Ils se sont rencontrés évidemment lors d'un sujet, un reportage. Ils sont très sympas tous les deux. Et ils ont décidé de se marier. Fort. Voilà, ça, alors, ça sera dans un mois, c'est à 7, c'est là où elle tourne, Demain nous appartient.
Donc, ils décident de faire ça dans le camp parce qu'elle tourne pratiquement tous les jours de 8h le matin à 19h. C'est la folie, quoi. C'est des grosses journées. Et ils sont installés, ils ont trouvé une maison là-bas et tout ça, ils sont très heureux et c'est parfait. Très bien, merci. Aya Nakamura a une poupée à son effigie. Oui, ça y est. Alors, Aya Nakamura, en fait, elle était hier soir à la soirée Dior, la grande soirée à Paris. Et alors, elle a expliqué que ça y est, elle a enfin sa poupée. C'est une poupée Bratz. Vous savez, les poupées Bratz, c'est les poupées américaines à son effigie. C'est une des rares artistes françaises qui a une poupée Bratz. Parce qu'en France, il y a beaucoup d'artistes qui ont eu des poupées. Chantal Goya, on a eu Sylvie Vartan, on a eu Michael Jackson, on a eu les To Be Free qui ont eu des poupées aussi à leur effigie, Johnny Hallyday par Mattel. Et là, c'est la première fois qu'une artiste française a une poupée américaine, au même titre que Madonna, que Lady Gaga, etc. Donc elle est très fière de ça et elle était heureuse justement dans cette soirée hier Dior avec sa nouvelle coupe de cheveux, vous avez vu, et c'est... C'est quoi sa nouvelle coupe? Elle est courte. Elle est coupée court maintenant. Ils n'ont pas les c'est des vieilles photos. Les photos ultérieures. Et alors elle était très heureuse de ça parce que c'est une consécration quand on a une poupée à son effigie. C'est une reconnaissance quelque part de millions de gens et du public. Ah bien oui, c'est vrai. Elle a passé la soirée avec Beyoncé. Elle a passé la soirée, ah ouais, d'accord. Gad Elmaleh annonce son retour sur scène. Oui, parce qu'il va le célébrer le 11 décembre prochain, son 30e anniversaire. Parce qu'il avait commencé à Montréal. Scène. Et oui, sur scène. Il avait commencé à Montréal un 11 décembre 1994. Et là, ce 11 décembre 2024, il retourne à Montréal, non pas dans la petite salle de 40 personnes, évidemment. Là, il est au Centre Bell, c'est 10 000 personnes. Et c'est une vraie star au Canada, il faut l'expliquer aussi. C'est comme vous, à l'eau en cuiseau. Merci, on peut voir le sommaire, s'il vous plaît, merci. Et il dort, mon régie. Voilà, on va réagir sur Yannick Noah dans un instant. C'est incroyable, hein, l'histoire de Yannick Noah, parce que vous expliquez en fait l'histoire entre le père et fils. Et le fils. C'est incroyable. On voudrait juste qu'on parle d'abord des rugbyman français soupçonnés de viol en Argentine. Ça y est, gros rebondissement dans l'affaire. Et je vais vous dire la vérité, je suis heureux. Parce que ces deux garçons, je les aime beaucoup. Et je suis heureux que pour l'instant, ça prenne une bonne tournure. Michel Mas. Ça avait déjà pris une bonne tournure parce qu'on leur avait permis de revenir en France. Donc, et j'avais dit sur ce plateau que l'affaire tenait pas à la colle forte, si je me rappelle bien de mon expression. C'est ce que j'avais dit. Et finalement, et j'avais pas tort, a priori, parce que là, on vient de recevoir les résultats d'une contre-expertise psy. Alors, on va rappeler l'histoire, ils sont en Argentine. Oui, alors, ils sont en Argentine, c'est le 7 juillet dernier. Le rugbyman de l'équipe de France. Ils sont deux rugbyman de l'équipe de France. Il y a une troisième mi-temps qui se passe dans une boîte de nuit. Et c'est Hugo Horado qui repart avec celle qui va devenir la plaignante. David Horado. Pardon ? David Horado. Oscar Jego. Oscar Jego et David Horado, c'est pas grave, oui, c'est pas grave. C'est pas Hugo ? Oui, merci. Bon. Donc ils repartent main dans la main. Je l'ai rebaptisé. Ils repartent, ils vont à l'hôtel. Là, on a des caméras de vidéosurveillance qui nous donnent le timing. Cette jeune fille va rester, cette jeune femme, elle a 39 ans, va rester 3 heures dans la chambre. Je précise qu'entre-temps, Oscar Jego est venu rejoindre le couple et qu'a priori les choses se sont... enfin, ils ont fait l'amour à 3. C'est en tout cas ce que pensaient les rugbyman. Et là, aujourd'hui, donc, elle a déposé plainte. Les rugbyman ont été incarcérés quelques jours. Ensuite, ils ont été mis en liberté surveillée. Puis finalement, la justice argentine a considéré qu'ils pouvaient rentrer en France. Mais ils sont toujours mis en examen. Enfin, alors, quelles sont les nouvelles infos là ? Alors, les nouvelles infos, c'est l'expertise, la contre-expertise psychologique et psychiatrique qui parle de fragilité du récit. Moi, je ne vais pas vous lire l'intégralité parce que c'est pas tout à fait compréhensible. En gros, on dit qu'elle a été influencée à la fois par une de ses amies et par sa mère qui a vu qu'elle avait des ecchymoses. On parle d'une histoire, enfin, d'un récit incohérent. Qui manque de logique et où elle se contredit à plusieurs reprises dans son récit. Donc, en gros, les psychologues et psychiatres considèrent que son témoignage est très fragile. Très bien. Donc, c'est une bonne nouvelle pour nos deux rugbyman. Absolument.
On va parler de l'affaire Poupette Kenza. Alors, cette influenceuse, Poupette Kenza, merci, on peut mettre le sommet au lieu de mettre réagissez, s'il vous plaît. Poupette Kenza, c'est Gilles Verdez. Hein. Poupette Kenza est donc incarcérée depuis le mois de juillet en France. Une célèbre influenceuse, très connue pour ses publications sur les réseaux sociaux, qui avait déjà été au cœur de quelques problèmes. Mais là, potentiellement, elle risque 20 ans de prison. Alors, je vais vous résumer l'affaire. Donc, incroyable. C'est incroyable. Elle arrive en France en juillet, après avoir pris plusieurs avions, changé d'identité. Elle va au mariage d'une amie. Et elle arrive dans la commune de Grand-Quevilly. Les policiers l'arrêtent tout de suite. Et ils l'arrêtent, ils la mettent en garde à vue et ils la mettent en examen pour extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs. Une affaire très grave. À ce moment-là, l'enquête avance et on apprend qu'elle est accusée tout simplement d'avoir mandaté quelqu'un pour soutirer 350 000 € à son ancienne associée agente, Caroline. Elle aurait recruté un homme de main. Ça, c'est la première phase. Ça a rebondi cette semaine parce que maintenant, elle accuse son mari d'être le cerveau de cette affaire. Et le mari qui s'est rendu au consulat de France à Dubaï arrive en France, est incarcéré à son tour, là. Et selon Poupette Kenza, c'est son mari qui a imaginé un stratagème incroyable pour extorquer les 350 000 €. Et ce stratagème, c'est d'embaucher quelqu'un qui a intimidé le couple formé par l'ancienne agente et son mari, les a intimidés, mais vraiment d'une manière très forte, les a menacés, a mis des traceurs dans leur voiture, les a espionnés, et leur a fait tellement peur qu'ils ont failli lui donner une somme d'argent. Et au dernier moment, la jeune femme, donc l'ancienne agente, s'est dit « c'est pas possible, ça doit être Poupette Kenza qui est derrière tout ça », elle a prévenu la police, et donc l'affaire à ce moment-là est sortie. Ce sont les premières phases, parce que maintenant il faut savoir qui de Poupette Kenza ou de son mari est le réel coupable, et le vrai rôle de l'homme de main qui a tenu des propos incroyables parce qu'il a menacé tout simplement, il a dit à l'agente, à l'ancienne agente de Poupette Kenza, je vais t'enfermer dans le coffre d'une voiture et tu vas voir ce qui va t'arriver. Voilà, c'est une affaire potentiellement très grave. Oui, Guillaume. Et il faut préciser qu'elle est enceinte, Poupette Kenza, elle est enceinte de son 3e enfant, elle est en prison, enceinte de plusieurs mois de manière assez avancée et elle se plaint évidemment de ses conditions de détention. Et l'origine de la brouille avec son agente, ce serait parce qu'elle se serait occupée d'une autre starlette de la télé-réalité qui s'appelle Camilla et toute cette embrouille serait partie de là. Mais elle est en prison enceinte actuellement. Incroyable. Juste, on va faire une petite parenthèse sur l'affaire Kobalade, le rappeur donc, qui avait perdu son ami, enfin qui avait un accident de la route, voilà, et son ami, un de ses amis est mort. Absolument. Il est toujours incarcéré. Toujours incarcéré. Il y a 2 actualités sur Kobalade, donc vous l'avez dit, qui est responsable potentiellement d'un accident de voiture qui a coûté la vie au passager qui était à sa droite, qui était William, un père de famille de 30 ans qui était son styliste et ami. Voilà. Le père de William a pris la parole. Et le père de William prend la parole pour dire « Je n'ai ni haine ni colère contre Kobalade. Je sais que c'est un accident. Je sais que ce n'était pas volontaire. » Voilà, donc là, c'est un soutien de poids pour Kobalade. Mais il y a un point extrêmement négatif pour Kobalade, c'est que par ailleurs, il a été jugé et donc condamné à 24 mois de prison, dont 12 avec sursis, pour violence aggravée. Ça remonte à une affaire en boîte de nuit où il y avait une bagarre très importante. Kobalade avait frappé, parce que maintenant il a été jugé pour ça et condamné, avait frappé quelqu'un avec une bouteille, asséné des coups de pied, des coups de genoux. 3 hommes et une femme avaient été blessés. Kobalade et 2 autres personnes ont été poursuivies et condamnées. Il a un sursis probatoire pendant 2 ans, obligation de travail. Merci. On va parler d'Yannick Noah, Fabien Lecoeuvre. Eh oui, Yannick Noah qui vit à Etoudi au Cameroun aujourd'hui, mais il va être papa d'un 6e enfant. Ah ouais. Déjà. Il a quel âge? 64 ans. Il a 64 ans et sa nouvelle fiancée qui a Malika, elle a 32 ans, donc la moitié de son âge. Bah et non, oui, je pense. On n'est pas plus con qu'on en a l'air. Hein. Non, finalement. Mais finalement, oui. Merci Fabien Lecoeuvre. Mais un heureux événement n'arrive jamais seul. Alors dites-nous pourquoi. Puisque son fils, Joachim, le champion basket, évidemment, lui est amoureux aussi d'une jeune et belle personne et qui est enceinte. Et à mon avis, les dates vont coïncider. C'est-à-dire que Joachim devrait être papa en même temps que le papa de Joachim, qui lui va être papa aussi. Donc il va avoir des liens familiaux rapprochés, évidemment. Donc l'oncle et le neveu vont avoir le même âge. C'est un peu ça. C'est quand même fantastique. Hein, ça arrive dans beaucoup de familles. Un peu comme dans les histoires de Castaldi. Oui. Exactement. Oui, c'est vrai. C'est fou ça. C'est incroyable. Ouais, c'est rare dans les familles, mais ça arrive. Ça arrive et il est très heureux de ça, Yannick. En tout cas, l'arrivée d'un enfant, c'est toujours un moment merveilleux, on le sait. Bien sûr. Michel Marie, on va parler de cette affaire crâne découvert dans le cimetière d'Émile Louis. Ça, c'est incroyable, plusieurs années après.
Oui, alors c'est presque 40 ans après. Émile Louis, c'est un tueur en série dans les années 80. Et on lui reprochait, il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, on lui reprochait d'avoir enlevé, violé et tué 7 jeunes filles, quasiment toutes avec le même profil, enfant de la DAS, il était chauffeur de car et il profitait de son statut pour les enlever. Et il avait, lors d'une audition, désigné le cimetière qui est devenu le cimetière des victimes du tueur en série, puisqu'on avait retrouvé 2 corps de ces victimes dans ce cimetière. Et on a un petit peu plus récemment retrouvé, c'est les chasseurs, qui ont retrouvé, je crois, en 2018, une partie de la boîte crânienne d'une femme qui avait disparu. Sa disparition a été attribuée à Émile Louis. Avec des recherches ADN, on avait recollé finalement la disparition avec son identité. Et les gendarmes, depuis le temps, sont persuadés qu'il y a d'autres corps dans ce cimetière ou aux abords de ce cimetière. Et donc depuis hier, de nouvelles fouilles ont reprise. Et je précise qu'Émile Louis est mort depuis 2013. Merci. Exactement. Oui, alors donc ça continue. On va parler de Philippines avec de nouvelles infos dans un instant. Juste, Fabien Lecoeur, on a une petite info sur Muriel Robin apparemment. Oui, Muriel Robin avec son épouse Anne et une amie qui habite Nice, ils ouvrent un restaurant de cuisine traditionnelle française à Nice. Ça s'appelle La Cantine. C'est original. C'est comme ça. Et donc c'est une très belle idée. Et donc, non, je ne sais pas pourquoi ça vous fait rire, mais c'est bien. Il y a beaucoup d'artistes qui se sont lancés un jour dans des restaurants, etc. Ça peut arriver. Vous aviez d'autres. Ah non, je dis rien, moi. Non, c'est ouvert une déjà. info dont vous n'avez pas parlé tout à l'heure à la radio. Est-ce que vous pouvez nous la dire là? C'était quoi une info? C'était une info sur quoi? Sur tout, allez-y. Non, je sais pas. Non, alors j'ai croisé William Lémergie en sortant de votre émission, d'ailleurs, et qui m'a expliqué parce qu'on annonce qu'il ne veut pas se marier, il veut plus se marier, en tout cas. Oui. Avec Sophie Davant. Avec Sophie Davant, bien sûr. Bon, et alors, je lui ai posé la question, justement, j'ai dit, j'en parle ce soir. Il m'a dit, mais non, il n'y a jamais été question de mariage entre Sophie et moi. Jamais. Très bien. Il m'a dit, parce qu'elle a 2 enfants, moi j'ai 3 enfants, etc. Puis non, et puis on est amoureux comme ça. Ils se connaissent depuis avril 87. Ah, c'est fou. C'est une longue histoire d'amitié professionnelle qui s'est transformée en amour. Ce qui peut arriver, Cyril. Moi, ça n'arrivera jamais avec Valérie Benaïm. Sachez-le. Vous avez fait dans le sens inverse, non? Ah non, mais pas du tout. Non, mais Valérie Benaïm, c'est comme ma tante. C'est votre sœur. C'est comme ma tante. Non, mais vous êtes fous, quoi. C'est vrai, c'est comme ma tante. Allez. Mais en fait, comme c'était un couple qui avait ils avaient déjà plus de 60 ans l'un comme l'autre quand ils se sont mis ensemble. Donc on ne pouvait pas parler de projet d'enfant, de ceci, cela. Donc avec les journalistes, ils ont trouvé cette idée de dire finalement, on va peut-être se marier ou pas. Et puis après, ils ont dit non, on ne veut pas se marier. Enfin, tout ça a été monté pour faire un peu de presse. Évidemment. Donc ils ne vont pas se marier. C'est ça l'info? Non, finalement, oui, voilà. Donc c'était que bidon, tout ça. Très bien. Dernière petite info. Pas de mariage en vue. Et j'ai croisé aussi Madame. Mais vous non, je croyais que Mantel la connaissait, Madame Turlututu. C'est une dame. Non, mais je croyais. Madame Turlututu, non, mais c'est une personne importante dans ce métier. C'est qui, Madame Turlututu? Alors, Madame Turlututu, pendant des années dans ce métier, quand un chanteur cherchait un pseudonyme, en fait, il allait voir Madame Turlututu. Et elle faisait tourner les guéridons, les tables. Ouais. Et alors, quand on n'avait pas d'idée pour trouver un nom de chanteur, par exemple, et alors avec ça, elle sortait une lettre, et c'est comme ça que beaucoup de chanteurs ont trouvé leur nom. Par exemple François Valéry, qui célèbre cette année ses 50 ans, c'est elle qui a trouvé François et Valéry, par exemple. Ah ouais. Par exemple, et plein d'autres artistes. D'ailleurs, vous aviez une info sur François Valéry. Il fête ses 50 ans de carrière. Ouais, d'accord, très bien. C'est lui qui a trouvé le nom de... Alors, c'est Madame Turlututu, c'est elle qui a... En fait, elle s'appelait Madame Flûte. Madame Flûte. En fait... Ça fait si mal. Sortez-moi de là. En fait, elle s'appelait Madame Flûte. Non, mais c'est une vraie histoire. Voilà, elle a trouvé quel nom à part François Valéry? Non, c'est tout. C'est tout. Elle a trouvé que François Valéry. Non, pas que François Valéry, non. Non, plein de noms. Plein de noms d'artistes, tous ceux qui ont pris des pseudos, etc. Mais qui? Alain Chamfort, après il y avait plein de gens comme ça. On allait la voir et elle faisait tourner les tables et on savait si c'était une lettre ou pas. Et on accumulait les lettres et on avait un nom.
Alors, bon. Merci. Je suis désolé. Vous êtes vraiment un malade. Vous êtes un malade mental. Allez, on va revenir sur ce drame. Le meurtre de Philippines, des révélations. On a des nouvelles révélations avec Amaury Bucco et Michel Marie. Amaury, c'est incroyable parce que ça a énormément rebondi aujourd'hui. Alors, on va revenir bien entendu sur l'affaire, puisque c'était samedi au Bois de Boulogne. Hein. Elle a été retrouvée enterrée samedi en Bois de Boulogne. Et il y a eu des nouvelles infos sur comment a été arrêté le suspect et sur le pédigré du suspect. Oui, en fait, moi, je vais plus vous parler, si vous voulez, de l'aspect, toute la chaîne, tout le mécanisme, toutes les défaillances qui ont fait que Taha O, qui aurait dû être expulsé dès le 20 juin 2024, était toujours dans la nature en septembre. Et c'est pour ça qu'il a pu, a priori, commettre ce fait. Franchement, vous allez halluciner chez vous à 21h06, on est en direct. Juste, Michel, on recontextualise. Merci. Vendredi dernier, cette jeune fille, cette jeune étudiante philippine, 19 ans, quitte la faculté de Paris-Dauphine. On se posait la question de savoir pourquoi elle avait pris la direction du Bois de Boulogne. En fait, j'ai la réponse. Oui. Alors, j'ai la réponse. Elle avait un appartement boulevard Lannes. Et c'était un raccourci. Donc, boulevard Lannes, c'est à Paris. C'est à Paris 16e. Oui. Et on est. C'est pas loin. Et elle prenait un petit raccourci d'abord parce qu'elle aimait bien marcher, faire un peu d'exercice après une matinée de cours. Et ensuite, ça lui permettait de rejoindre son domicile, où elle devait ensuite repartir pour rejoindre ses parents. Mais ça, on le sait. Et a priori, elle a été interpellée à 200 mètres de la faculté par le type qui a été arrêté, là, le suspect dans cette affaire, qui avait procédé de la même façon en 2019 à Taverny. Il a fait quoi alors? Il a attrapé sa victime, il l'a traînée dans les bois et il l'a violée. Ça, c'est 2019. C'est les faits pour... Mais je pense qu'Amaury nous en parlera tout à l'heure. Et a priori, on pense qu'il a utilisé le même mode opératoire, même si, d'après mes renseignements, l'agression sexuelle ou le viol n'est absolument pas établi. Tout ça reste extrêmement flou. Je disais qu'il n'y avait pas eu de violence et il n'y a pas eu de violence. Et on ne sait pas à l'heure qu'il est s'il y a eu des violences sexuelles. C'est pas du tout avéré. Ensuite, les policiers de la brigade criminelle se sont lancés à la poursuite, ont enquêté. Ils ont été rapidement intéressés par un profil d'un individu qui, à Montreuil, l'après-midi même, c'est-à-dire le vendredi dans l'après-midi, l'agresseur, enfin un individu plutôt, utilise la carte bleue de Philippines et il est filmé. Donc... les policiers avaient deux choses intéressantes. Ils avaient un bornage téléphonique sur la scène de crime, à l'heure du crime, et ils avaient un bornage téléphonique au DAB, à l'heure où il a pris de l'argent. Et comme on retrouve 2 fois le même téléphone, les policiers en déduisent que c'est le téléphone de l'agresseur. Et ils avaient bien évidemment raison. Et à partir de là, ils remontent le personnage, ils s'aperçoivent qu'il fait l'objet d'une OQTF, mais ça, c'est Amaury qui va vous en parler, et ils vont finir par le retrouver à Annecy, à Annemasse, puis en Suisse, où ils le font arrêter par les autorités suisses. Alors maintenant, on va revenir, et écoutez bien, à 21h09 en direct, sur tous les manquements qu'il y a eu et qui ont engendré ce drame. Alors on va commencer par le commencement, évidemment. Donc Taha O n'est encore qu'adolescent quand il arrive en Espagne avec un visa de tourisme. D'accord. Une fois que vous êtes en Espagne, vous avez accès aux 29 pays de l'espace Schengen. C'est ça. Donc, libre circulation dans l'Europe. On va falloir se poser la question d'ailleurs. Exactement. Donc lui, en tous les cas, décide d'aller en France et peu de temps après son arrivée en France, quelques semaines, il commet effectivement ce viol dans un bois sur une jeune femme de 23 ans. Jeune femme qui alors a fait preuve d'un grand sang-froid, puisqu'en fait elle raconte, c'est un article du Figaro que j'ai lu aujourd'hui, elle raconte qu'à l'époque, elle a essayé d'amadouer son agresseur pour ne pas qu'il la tue. Mais elle a cru qu'il allait le tuer. C'est pour vous dire la violence des faits. Je vous rappelle qu'alors, il n'a que 17 ans, cet homme. Alors, heureusement, il est rapidement identifié. On retrouve son ADN. Il est interpellé, placé en détention provisoire. Et 2 ans plus tard, en 2021,
Il est donc condamné à 7 ans de prison par la cour d'assises des mineurs. Mais là, évidemment, la cour d'assises prend 2 autres décisions en plus de la prison. D'abord, une OQTF, une obligation de quitter le territoire à l'issue de sa peine, normale, et aussi une interdiction de retour sur le territoire français pour que dès qu'il sort de prison, ciao, il s'en va et il ne revient pas. Ça paraît assez vite. Alors jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. C'est là que commencent les problèmes. Alors, il est condamné à 7 ans, mais avec le jeu des remises de peine et la détention provisoire, il ne fait que 5 ans. Et à la fin de ces 5 ans, alors il faut aussi savoir un détail, c'est que comme beaucoup de clandestins, il a probablement détruit ses papiers, il n'a pas de papier d'identité, et donc la France, pour l'expulser, est obligée de s'accommoder avec le Maroc, de dire c'est un de vos ressortissants, il faut que vous l'acceptiez sur votre territoire pour qu'on l'expulse. Ça s'appelle un laissez-passer consulaire. Et donc, quand il sort de prison le 20 juin 2024, le problème, c'est que la France n'a pas de laissez-passer consulaire, parce que la préfecture, là, fait un premier manquement. Ce n'est que 2 jours plus tôt qu'elle a fait une première demande au Maroc pour avoir un laissez-passer consulaire. Donc effectivement, 2 jours plus tard, ils n'ont pas le laissez-passer consulaire. Et pour ne pas le relâcher, le laisser lâcher dans la nature, la préfecture décide de le mettre dans un centre de rétention administratif, les fameux CRA dont on parle souvent. Exactement. Dans les CRA, il faut savoir que la durée maximum, c'est 90 jours. Au-delà de 90 jours, même si la France n'a pas réussi à avoir de laissez-passer consulaire, même si la personne a une QTF, même si elle est dangereuse, on est obligé, c'est le droit, de la relâcher. Et bien là, c'est ce qui va se passer avec lui. C'est-à-dire que le temps passe dans le centre de rétention, la France fait plusieurs demandes au Maroc qui ne répond pas, et au bout du 75e jour, il passe devant un juge, c'est la procédure, et le juge dit... Il restait 15 jours, hein. Et il restait 15 jours, il lui restait 15 jours. Oui. Il lui restait 15 jours, bien sûr. Mais ce qui se passe en général, c'est que c'est donc son dernier passage devant le juge, quand le juge estime qu'il n'y a pas de perspective d'éloignement parce que le pays d'origine ne répond pas, que par ailleurs, lui disait moi je veux rentrer au Maroc, le juge a estimé, tout en sachant qu'il représentait un danger potentiel de récidive, a estimé qu'il devait sortir. Donc là, il y a évidemment un défaut d'appréciation du juge, effectivement, mais a décidé donc de le sortir du centre de rétention. Il est dangereux, mais on le sort, hein, vous avez entendu, oui. Et on prend le risque parce qu'en l'état actuel du droit, il vaut mieux effectivement le remettre en liberté. De toute façon, il l'aurait sorti 15 jours plus tard. Oui, mais bon, 15 jours plus tard, Philippe il sera encore en vie. Oui, c'est vrai. Non. Peut-être pas, mais en tous les cas, évidemment que les choses sont sûrement. Oui, mais si, sûrement. Et je vais vous dire, mais ils ont eu l'autorisation du Maroc. Alors attendez, c'est pas fini. Une fois qu'il sort du centre de rétention, on ne le lâche pas dans la nature, on l'assigne à résidence dans un hôtel. Donc il est hébergé dans un hôtel et il doit pointer payé par l'État, payé par les Français. Et comme le centre de rétention, c'est extrêmement cher. N'importe quoi, voilà. Donc il doit pointer tous les jours au commissariat pour qu'on sache où il est. Le problème, c'est que quand il sort du centre de rétention le 3 septembre, il profite de sa liberté retrouvée pour ne jamais aller dans cet hôtel. Exactement. Jamais dans l'hôtel qu'on lui a payé. Et le comble, c'est que le 4 septembre, le lendemain, ce n'est seulement que le 4 septembre que le Maroc se réveille enfin et dit j'octroie un laissez-passer à la France qui avait quand même fait cette demande depuis plus d'un mois, 2 mois. Donc c'est quand même assez hallucinant. Donc il y a aussi une responsabilité du Maroc là-dedans, des autorités marocaines. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il disparaît dans la nature. Évidemment, il est SDF, il n'a pas de papier, donc on ne sait pas où il est. Et malheureusement, se passe ce qu'il se passe le 20 septembre. Philippine disparaît et on retrouve l'ADN de ce fameux Taao sur elle. Catastrophique, voilà, tout un enchaînement de drames et de laxisme, une fois de plus. Merci Amaury pour vos infos, merci Michel Marie. Tout de suite, on filme sur C8, on se retrouve demain.